et bienvenue. Notre débat ce soir est centré, comme vous le savez, sur la PMA et la GPA, deux sujets parmi d'autres qui sont abordés par la future loi, de la révision précisément des lois bioéthiques. Repères et perspectives, ce sont des conférences qui ont lieu 4 fois dans l'année, ont déjà réfléchi, débattu sur d'autres sujets. Pour ceux qui ont manqué les débats précédents, eh bien, celui de ce soir sera aussi enregistré, donc vous pouvez les visionner sur notre site. Nous avons précisément positionné le débat sur la PMA et la GPA mi-octobre, car ce débat se situe entre l'émission, bien sûr, de la plupart des avis qui étaient attendus sur la révision des lois de bioéthique et sur l'adoption d'un futur projet de loi en Conseil des ministres en 2018, fin 2018. On a eu l'avis du Conseil économique et social et environnemental sur la fin de vie au printemps. Les états généraux de la bioéthique de janvier à juillet avec un compte-rendu des débats en septembre, avec l'avis du Conseil d'État en juillet, l'avis du Comité consultatif national d'éthique en septembre, l'avis des évêques de France également en septembre, et à l'occasion des travaux de l'Académie de médecine et de l'Ordre des médecins ont également formalisé leur position. On n'attend plus qu'après-demain, en principe, l'avis de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, et après ces consultations, eh bien, il y aura une formalisation d'un projet de loi. Sur la PMA et la GPA, chacun de nous a des opinions, des convictions, une posture, des objections et des positions parfois bien arrêtées. Ce soir, nous sommes tous invités, peut-être même rappelés, à prendre de la distance, du recul, de la hauteur par rapport à cette question, par rapport à nos opinions, par rapport à nos convictions, par rapport à nos objections, par rapport même à nos positions bien arrêtées. Car le but de nos rencontres de repères et perspectives, c'est d'offrir une pause pour réfléchir aux grands enjeux de notre société, de la naissance à la mort, à la fin de vie. Et ces débats sont organisés par, bien sûr, le doyenné, par l'Église catholique, mais le but n'est pas uniquement de dire la voix de son maître, mais de réfléchir profondément à l'orientation de la vie de tous les hommes et de tout homme. Je vous souhaite une excellente soirée et je remercie particulièrement Mathilde Ovino qui nous fait la joie d'animer pour la 2e fois, si mes souvenirs sont bons, ce débat. Et je remercie aussi les intervenants d'avoir accepté de venir ici. Belle soirée à tous. C'est bon ? Oui, super. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau débat de repères et perspectives. Pendant 1h30, nous allons avoir l'opportunité d'échanger ensemble sur ce débat qui cristallise l'attention. Aussi, pour pouvoir réfléchir, mettre en perspective l'ensemble de ces enjeux, on verra notamment la question de l'assistance médicale à la procréation. On verra tout à l'heure l'importance de la terminologie pour bien échanger, discuter sur les termes. Il nous a semblé important d'avoir le regard, d'avoir l'analyse et l'expertise de nos 3 intervenantes, un plateau uniquement composé de femmes. Alors, à ma gauche, Dr Joël Belaïch-Allard, chef du service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction au centre hospitalier des 4 villes à Saint-Cloud. Puis sœur Catherine Finot, docteur en médecine et en théologie. Et enfin Marie Gaille, philosophe et auteur du livre « À qui appartient le corps humain ». Merci à toutes les 3 d'être là ce soir. Alors, durant cette soirée, vous aurez l'occasion, vous aussi, de participer. On aura plusieurs temps de questions et de réponses pour pouvoir avoir votre avis, votre regard également. Alors, une société se constitue à travers un imaginaire, à travers une représentation qui évolue régulièrement. C'est le cas notamment de la question de la maternité,
une maternité qui n'est nullement figée, puisqu'en effet, on peut distinguer une mère porteuse d'une mère sociale, une maternité aussi qui est plus tardive en raison de la prolongation des études, en raison aussi d'une entrée dans le monde professionnel qui se fait plus tard. Nombre de questions se posent également quant à l'accompagnement, quant à la filiation. On aura ainsi l'occasion de revenir tout au long de cette soirée sur ces nombreuses thématiques. On va pouvoir prendre le temps d'échanger avec bienveillance sur ces sujets, mais toujours en ayant cette grille de lecture de la question du bien-être, de la famille, de l'enfant, et puis des parents qui vont évidemment entrer en jeu. Alors, pour débuter, tout à l'heure, je parlais de terminologie. Il nous a semblé important de revenir sur les termes, des mots qu'on emploie régulièrement, des mots qui reviennent souvent dans le débat. Et on dénombre beaucoup de poncifs, on dénombre beaucoup de termes qui sont vidés de leur sens ou bien qui ont une dimension idéologique. Alors, docteur Belaïch-Chalard, j'aimerais bien justement que vous reveniez pour nous expliquer pourquoi tous ces poncifs, et puis également, est-ce qu'on pourrait délimiter un peu ce qu'on entend, voilà, les différents termes. Voilà, revenir un peu sur la présentation des enjeux. On a le terme d'AMP dans l'univers médical, et puis nous parler, voilà, face au poncif, face à l'idéologie qui est présente, est-ce qu'on peut recadrer puis poser les termes du débat? Bonsoir à tous, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis boulonnaise et très heureuse de l'être, mais j'avoue que je ne connaissais ni l'association, ni cette salle qui est effectivement extrêmement sympathique. Alors merci aussi de m'avoir permis de dire quelques mots de définition, parce que trop souvent on parle sans obligatoirement avoir les mêmes mots et c'est un petit peu dommage. Et donc là je pense que c'est bien qu'on puisse avoir, c'est pas ça, ou je suis trop petite. D'accord. Donc, premièrement, vous avez entendu dans l'introduction, on parle de PMA, on parle d'AMP. Pourquoi? Or, dans la loi, c'est seulement assistance médicale à la procréation. Et là, je crois qu'il y a vraiment le poids des mots. C'est l'assistance, vous voyez, c'est ce qui est écrit dans la loi. Et les journalistes ont très rapidement transformé en PMA, procréation médicalement assistée, et vous voyez bien que ça n'a pas du tout la même connotation. Alors c'est quoi l'AMP en France? Je dis en France parce que tout le monde n'a pas toujours, dans le monde entier, la même définition. Chez nous, ce sont en clair la fécondation in vitro, la micro-injection, l'insémination et le transfert d'embryons congelés. Alors, c'est quoi ces fameuses indications sociétales de l'AMP? Eh bien, le Comité consultatif national d'éthique, j'en étais membre entre 2009 et 2013, a assez bien écrit les choses et je trouve qu'il faut garder leur définition. Même si les mots nous semblent un peu bizarres, l'AMP recouvre un ensemble de techniques, est-il écrit, réalisées, conçues par le corps médical, organisées par le législateur pour répondre à une infertilité d'origine médicale. Et tout ce qui n'est pas médical, ce sont les demandes sociétales d'accès à l'AMP qui reposent sur le fait qu'on peut utiliser ces techniques pour autre chose que le traitement d'une infertilité médicale. Donc en gros, c'est toujours l'AMP pour les femmes homosexuelles et seules, ce dont on parle tellement, la gestation pour autrui et l'autoconservation ovocytaire. Alors, ce que je voulais vous dire, si ça veut bien... c'est que l'opinion publique a beaucoup évolué. Dans ce sondage qui était réalisé pour la Croix par l'IFOP, c'était pour le Forum européen de bioéthique qui a eu lieu en février 2018, vous voyez très bien ici que, par exemple, si on regarde le recours à l'AMP pour les femmes homosexuelles, qu'en est-il? Eh bien, en 90, il y avait que 24% de l'opinion publique qui était favorable, alors qu'en décembre 2017, c'est 60%. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord. Le sondage de l'IFOP pour la Croix, il était très très bien fait. L'analyse détaillée, ce sont les jeunes plus que les vieux, les habitants des villes plus que ceux des campagnes, les laïcs plus que les religieux. Ben, tout ça, c'est la société, effectivement. Quant à la GPA, 64% des Français y sont désormais favorables, dont 18% pour tous et 46% seulement si c'est une indication médicale. Alors les professionnels aussi, nous avons évolué. Regardez le Collège national des gynéco-obstétriciens, auquel j'appartiens, dont je suis un des membres du bureau. Qu'est-ce qu'on a dit dans le sondage de l'an dernier? Que presque 80% d'entre nous, on est favorable à la préservation pour âge, que presque 60% à l'autorisation de la GPA, mais d'indication médicale. J'y reviendrai dans un instant. Et puis, vous voyez qu'il y a une petite différence, c'est vrai. On est favorable pour les femmes homosexuelles, favorable mais un peu moins pour les femmes seules, parce que c'est quand même mieux d'être deux pour élever un enfant.
Quant à notre fameux Conseil national de l'ordre, ah là, non, on va essayer d'y arriver. Le Conseil national de l'ordre des médecins, vous savez qu'il est souvent, si on ne dit pas rétrograde, en tout cas réservé. Or là, il a illustré en répondant, c'est la phrase qui est marquée en bas, qu'il est clair que l'extension de la PMA, et regardez comme c'est amusant, le Conseil national de l'ordre des médecins parle d'AMP dans la vie en haut, et ensuite il fait, comme vous tous, il parle de PMA en bas. C'est assez joli, on a du mal, mais c'est un symbole, assistance médicale ou procréation médicalement assistée. En tout cas, le Conseil de l'ordre était favorable. Alors, il y a 3 sujets pour qu'on sache de quoi on va parler, ce qui sera plus simple, dont je voulais vous détailler. 1, l'autoconservation ovocytaire. Alors, c'est le grand oublié des débats. C'est quoi? C'est que lorsque les femmes, à 35 ans, n'ont pas rencontré l'homme de leur vie ou celui avec qui elles faire un enfant, elles sont un peu désespérées. Que peuvent-elles faire? Eh bien, dans les pays autour de nous, elles peuvent congeler leurs ovocytes, les conserver, et quand, à la quarantaine, elles vont vouloir un enfant, utiliser ces ovocytes conservés. Sauf qu'en France, ce n'est pas possible. Cette autoconservation, ça fait partie pour moi de mes débats et de mes combats, on va dire, mais ça a été un des grands oubliés de la révision de la loi de bioéthique. Par exemple, le CCNE a bien dit que la question de l'autoconservation, en fait, il n'y a que les médecins qui en parlent. Les femmes ne savent pas qu'elles sont concernées, il n'y a pas de lobby comme c'est le cas pour la GPA ou pour les femmes homosexuelles. Et donc, il y a un consensus parmi nous, les médecins, pour dire qu'il faut le faire, qu'il faut l'autoriser en France, et il n'y a pas de lobby. Alors, il y a un point très important, c'est qu'on a voulu faire croire au public et à vous tous que qui veut préserver ces ovocytes, ce sont les femmes qui veulent faire carrière, qui veulent attendre, qui veulent repousser leur maternité. Ben, c'est pas ça du tout. Toutes les enquêtes le montrent, toutes les femmes qu'on voit, nous, tous les jours, dans la vraie vie, toutes celles qui viennent nous voir, c'est parce qu'elles n'ont pas rencontré l'homme avec qui faire un enfant. C'est parce qu'elles sont toutes seules. C'est pas du tout parce qu'elles veulent faire carrière. Et ça, je crois que c'est vraiment important de le dire. C'est parce qu'il y a un manque de l'homme avec qui le faire ou parce qu'elles ne l'ont pas rencontré. Et là, il y a vraiment un certain nombre d'arguments pour... on y reviendra dans la soirée, le recul de l'âge du désir d'enfant, l'allongement de la durée de la vie, le fait que la vitrification, c'est possible de congeler ses ovocytes en France. Et à ces femmes, qu'est-ce qu'on leur dit? Vous avez 40 ans, vos ovocytes sont trop vieux, ayez recours au don d'ovocytes. Et on ne peut pas dire à tout le monde, oui, on peut faire ses enfants tôt, c'est pas vrai. S'il n'y a pas le monsieur avec qui le faire, le plus souvent, c'est quand même assez compliqué. Alors, il y a des arguments contre que je ne nie pas et on pourra y revenir dans la discussion. On va médicaliser la procréation. Entre nous soit dit, c'est déjà fait. On lutte contre la nature. Oui, mais si on est médecin, c'est pour lutter contre la nature. La nature, c'est la maladie, la mort et la souffrance. Donc, je caricature, rassurez-vous. Mais je veux dire par là que la médecine, elle est destinée quand même souvent à lutter contre la nature. Il y a des arguments contre. On risque d'encourager les grossesses tardives. C'est vrai, mais il y a beaucoup plus d'arguments favorables. Et finalement, c'est ce qu'a conclu le comité consultatif national d'éthique lui-même tout récemment, c'est ce qu'a conclu l'Académie de médecine, c'est ce qu'a conclu le Collège national des gynéco-obstétriciens français, où nous sommes tous favorables à cette autoconservation. L'autre point dont on discute beaucoup, dont on discute même en priorité, puisque pour vous dire la vérité, chaque fois qu'un journaliste m'interroge, je tente de parler d'autoconservation et au bout de 2 minutes, la conversation est déviée sur les femmes homosexuelles et les femmes seules. Alors, on va en parler, bien sûr. Il faut savoir qu'il y a des arguments pour, que quand on analyse bien les études, la majorité des études montrent que le devenir des enfants est favorable. Il y a la liberté des individus, l'autonomie. Il y a le méfait de l'interdiction absolue. Vous savez que toutes les femmes, elles prennent le train, le Thalys, on parle de bébé Thalys pour aller à Bruxelles. Il y a le fait que tout autour de nous se soit autorisé. Et ses conséquences, il y a l'injustice. Actuellement, celles qui peuvent payer, elles le font. Celles qui ne peuvent pas payer, elles ne le font pas. Est-ce que c'est exactement ça ce qu'on voulait? Je ne suis pas sûre. Et puis, il y a l'inégalité physiologique homme-femme. Bien sûr que nous sommes égaux, mais différents. Jusqu'à présent, les hommes n'ont toujours pas d'utérus. Donc, les femmes ont des utérus, les femmes peuvent être enceintes, les hommes ne peuvent pas. Vous pouvez être père, mais vous ne pouvez pas avoir un utérus. Donc, on a le droit de différencier. Égaux mais différents veut dire on peut autoriser les dames homosexuelles. Ça ne veut pas dire qu'on autorisera immédiatement la GPA pour les hommes. Et ça, c'est important. Alors, bien sûr, il y a des réponses contre l'inégalité sociale. C'est une infertilité qui n'est pas médicale. Il y a les éventuels effets délétères de l'absence de père. Il y a les problèmes de filiation. Il y a les problèmes financiers. Il y a le manque de donneurs de sperme. C'est vrai. Et sur cela, il faut réfléchir. Mais ça a été fait par le Collège national des gynéco-obstétriciens, par le comité d'éthique, par l'Académie de médecine. Et vous avez eu l'avis tout récent du comité d'éthique qui est favorable. Un dernier point de définition qui me tient aussi à cœur, c'est la gestation pour autrui.
Tout de suite, on emploie les grands mots quand on parle de gestation pour autrui, marchandisation du corps humain. Oui, mais il faut revenir un peu aux définitions. Il y a 2 grands types de gestation pour autrui. Celle où il y a un couple qui a des ovocytes, madame a des ovocytes, monsieur a un sperme, madame est née sans utérus. Ils ont tout pour avoir un enfant. Ils peuvent avoir un embryon, il manque l'utérus pour porter cet enfant. C'est la maladie, le syndrome de Rokitansky-Kuster. Il y a des femmes qui perdent leur utérus parce qu'elles se mettent à saigner, parce qu'elles ont un cancer. Et là, il y a quelqu'un, une autre femme qui peut porter l'enfant et qui peut leur rendre ce service. Ça, c'est la véritable gestation pour autrui. C'est celle pour laquelle une majorité de médecins, nous sommes effectivement favorables. C'est une GPA médicale. Alors l'ovocyte peut venir d'un don d'ovocyte. Et puis il y a très différent. La femme qui va prêter son utérus, le louer peut-être, et donner son ovocyte. Et là, c'est son enfant qu'elle porte et qu'elle donne. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement différent. Et il y a des vraies indications médicales à la gestation pour autrui. Je vous l'ai dit. L'indication médicale, c'est la femme qui est née sans utérus. Celle qui a eu une hystérectomie, elles sont rares, mais elles existent. Et nous sommes nombreux à vouloir que dans ces cas-là, on puisse le faire. Or, en fait, un dialogue de sources est installé. Et souvent, on dit GPA, c'est la dame indienne. C'est tout ce qu'on a montré nos amis journalistes, qui portent des enfants et qui est enfermée dans un camp quasiment, même si c'est un hôtel de luxe, où on va lui faire porter un enfant qu'elle va donner. C'est pas ça la GPA qu'on défend. La GPA médicale, c'est la femme qui, et comme beaucoup de gens, je l'aurais fait pour ma sœur, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'auraient fait. Si on a une sœur qui est née sans utérus, le couple a tout pour avoir un enfant, sauf l'utérus. L'ovocyte, le sperme et l'embryon. La GPA médicale, vraiment, ça a un sens. Alors malheureusement, la GPA, je suis même pas sûre qu'on ça vaille encore la peine d'en parler, parce que le Conseil d'État a répondu non et que le CCNE a rendu encore un avis défavorable. Et tout ça alors qu'honnêtement, quand j'étais au CCNE, il y avait une partie qui s'était exprimée pour dire il y a des indications médicales. Alors voilà, je termine puisqu'on m'a demandé de faire court, mais je pourrais répondre à toutes les autres questions. Il faut que vous soyez conscient que l'AMP dite sociétale, c'est-à-dire faire une assistance médicale à la procréation pour des gens qui ne sont pas infertiles, mais on le fait tous les jours. On le fait tous les jours parce que quand une femme de 40 ans vient nous voir, elle n'arrive pas à avoir un enfant. La seule motif d'infertilité, c'est qu'elle a attendu, on l'a fait attendre, elle n'a pas rencontré l'homme de sa vie, le prince charmant, ce qui vous voulez, attend. Donc on va lui faire une assistance médicale à la procréation. Le deuxièmement, c'est qu'il ne faut pas qu'on continue à penser que la médecine se limite uniquement à des pathologies. La chirurgie esthétique existe. Ce n'est pas une pathologie d'avoir des gros seins ou d'avoir des petits seins. N'empêche que ça empêche de vivre de façon heureuse. Eh bien oui, la chirurgie esthétique, elle existe. Elle est payante pour beaucoup de choses si ce n'est pas reconnu comme un vrai handicap, mais elle existe. Et puis, nous sommes à l'ère d'Internet. La frontière n'existe plus, vous le savez. La seule frontière qui existe encore, c'est l'argent. Alors, est-ce que c'est juste que les femmes qui le peuvent aillent faire avec le bébé Thalys une prise en charge si elles sont homosexuelles? Est-ce que c'est juste que les femmes qui le peuvent aillent en Espagne pour faire une autoconservation? Est-ce que c'est ça la société qu'on veut? Je ne suis pas sûre du tout, en tout cas pas moi, ça c'est clair. Enfin, il faut être honnête, autoriser les AMP non médicales, ça réduirait les inégalités sans ruiner la sécurité sociale. Nous ne représentons qu'une infime partie des dépenses de l'assurance maladie. Alors, bien sûr, le comité d'éthique vient de rendre un avis favorable à l'élargissement, de façon générale. Mais je vous rappelle que c'est un comité consultatif. On oublie toujours que CCNE, c'est Comité consultatif national d'éthique. Et à ce jour, je reconnais que pour ma part, j'ignore absolument ce que va décider le législateur. Et je vous remercie de m'avoir permis ces quelques mots d'introduction. Pour cet éclairage. Merci, docteur. Alors, on va poursuivre le déroulé de cette soirée en revenant sur ce débat, après la question de la famille, et puis ensuite comment la société peut accompagner aussi ces changements. Par rapport au débat Marie-Gaille, je voulais vous poser la question, donc ce débat qui cristallise l'attention, qui questionne, qui interroge notre société, qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit de nos projections? C'est un petit peu toute la question de la soirée. Alors, je voudrais dire d'abord que je ne suis pas ici pour défendre une position particulière, si ce n'est peut-être celle, effectivement, mais qui est un petit peu le cadre que vous avez vous-même donné au débat, d'organiser une discussion sur une base pluraliste, avec des positions diverses et variées. Ce qu'on peut peut-être mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'au-delà effectivement des évolutions qu'on constate successivement très rapides, en fait, en l'espace même pas d'une génération, à l'échelle de l'ensemble de la société, c'est que ce sont des questions qui
nous ramène, et c'est souvent élaboré comme ça, que ce soit en philosophie ou dans d'autres domaines, à des interrogations anthropologiques. Donc au-delà effectivement des évolutions sociales, on est tout de suite dans quelque chose qui relève du fondamental ou qui est perçu comme tel. Et l'autre point, à partir de là, ce qui est très important de voir, à mon sens, c'est que quel que soit l'état du débat, quelles que soient les tendances qui se dégagent, les majorités ou les minorités, on voit que c'est quelque chose qui peut mettre en danger une sorte de, sinon de consensus social, en tout cas un rassemblement de l'ensemble des membres de la société autour de certaines valeurs partagées. Et pour moi, c'est un élément qui est vraiment tout à fait central parce que on peut dire beaucoup de choses de la loi française, de la manière dont les débats sont orchestrés, mais quelque chose qui me paraît très précieux aujourd'hui, c'est que notre société soit encore capable d'une part de se dire qu'une loi va être révisée de façon régulière, bon après on pourrait discuter des rythmes de la révision, mais organiser un débat de qualité citoyen parce que c'est des positions qui peuvent s'exprimer de façon tellement radicale qu'elles peuvent très vite déboucher sur des situations de dissensus, de conflits civils et où on est amené chacun au nom de ses opinions personnelles tout à fait légitimes, à prononcer des paroles qui peuvent être extrêmement blessantes à l'égard des personnes et des parcours de vie et qui effectivement déchirent le tissu social. Donc pour moi, ce que ça dit de nous, c'est effectivement des questions fondamentales qu'il faut prendre au sérieux et il faut prendre au sérieux aussi le danger de conflits civils et absolument, à mon sens, d'abord se protéger par la mise en forme du débat, par le respect effectivement des différentes parties en présence, par l'écoute de ce danger qui n'est pas du tout une chimère ou une illusion à mon sens. Alors justement, Catherine Finot, comment appréhender sereinement ce débat ? Attendez, ça marche ? Oui, super. Je suis assez d'accord sur le fait de porter attention dans la discussion à l'ensemble des personnes et à l'ensemble des personnes en situation. Ce qui veut dire, parenthèse, que de fait, porter attention à l'ensemble des personnes, c'est pas seulement porter attention à l'évolution d'un collectif et d'une opinion qui bouge, mais essayer de repérer dans toutes les différentes situations les conséquences de nos décisions. Et sous-jacent à ces questions, il y a aussi quelle fonction on va donner à un régime de filiation, au régime du droit, comment on fait fonctionner en référence, par exemple. On a actuellement une tradition où on signifie dans la société, j'allais dire, l'accueil qu'on veut avoir donné à un enfant par une situation qui nous paraît idéale. Donc voilà. Bon, l'Église trouve que c'est intéressant d'avoir un homme, une femme et des conditions d'accueil et que ces conditions d'accueil restent celles qui peuvent être signifiées par le droit comme étant les plus importantes. Et ça n'est pas inintéressant, même pour tous les accidents de la vie ou les styles de vie différents qui se positionnent vis-à-vis de cette position, qui vont compenser tel ou tel manque. Voilà. Et c'est là où il y aurait un piège, j'allais dire, à uniformiser toutes les situations et que dans ce débat, il faut qu'on arrive quand même à signifier quelques points anthropologiques qui nous paraissent intéressants et qui nous permettent de nous construire et à partir de ça, de nous guider dans des chemins de vie extrêmement différenciés. Voilà. Mais en même temps, ça reste compliqué parce que ces débats sont des débats existentiels, touchent des désirs légitimes et que quand on essaye de négocier pour le vivre ensemble, demander une barre de renoncement sur tel ou tel point, c'est compliqué, quoi. Et il faut que la personne se sente aussi reconnue et interpellée dans sa responsabilité. Donc c'est des débats compliqués et complexes sur lesquels on avance prudemment parce que c'est des enjeux de vie. Et juste, docteur Belaïch-Allard, justement, parfois, quitte à sortir de ces grilles de lecture habituelles, d'avoir un regard bienveillant, s'inscrivant vraiment dans ce souci d'ouverture, d'attention à l'autre. Je crois que vous avez toutes les deux, à juste titre, souligné qu'il fallait des discussions. Or là, on peut dire que dans la révision de la loi, il y a eu beaucoup de discussions. Et quelque part,
on peut dire qu'on a de la chance de vivre en France. Parce que franchement, il y a eu beaucoup d'expressions. Alors, les sondages ne sont que des sondages, mais par contre, il y a eu des réunions. J'ai été vite, mais le comité d'éthique a organisé des réunions, un forum sur lequel tout le monde pouvait s'exprimer, des auditions où aussi beaucoup de gens se sont exprimés. Il y a un énorme bouquin, mais extrêmement intéressant à lire. Il y a eu beaucoup de réunions dans les différentes régions. Je trouve que nous avons de la chance. Le sujet est bien abordé, discuté, et ce ne sera pas quelque chose qui va passer en force sans qu'on ait pu, beaucoup d'entre nous, s'exprimer. C'est un point important. Alors, vous avez écrit que toute technique médicale peut conduire à des dérives. Faut-il pour autant en refuser l'usage? Et alors, justement, oui. Qu'est-ce que vous entendez et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir cadrer au mieux ces dérives? C'est une toute petite phrase extraite d'un éditorial que j'ai écrit, mais je l'accepte tout à fait, c'est vrai. Si vous voulez, on peut se tuer avec de l'aspirine, hein. On peut se tuer avec n'importe quel médicament. Faut-il interdire tous les médicaments? C'est complètement aberrant. Il y a des médicaments de très bonne qualité qui ont été interdits en France parce que quelque part dans un pays, quelqu'un a réussi à se suicider avec. C'est quand même complètement aberrant. Oui, c'est vrai, toutes les techniques peuvent arriver à des dérives. Est-ce qu'il faut l'interdire parce qu'il y aura un cas de dérive? Je trouve que non. L'exemple de la gestation pour autrui médicale qui ne peut pas avoir lieu parce que tout le monde a peur de la dérive sur la GPA pour permettre effectivement à des hommes homosexuels d'avoir un enfant ou à quelqu'un qui voudrait une nourrice d'antan mais avec une drôle de formule où je veux bien être mère mais je veux que quelqu'un d'autre porte mon enfant. Ça fait peur à juste titre, mais c'est pas ça du tout la vraie vie. La vraie vie, c'est nous battons un certain nombre de médecins pour que les femmes qui naissent sans utérus et qui ont tout pour avoir un enfant puissent avoir leur enfant. C'est très différent. Je pense que c'est pas parce qu'une dérive, tout peut être dérivé. La voiture peut être dérivée, n'importe quoi, la réunion de ce soir. Enfin, je veux dire, tout dans la vie peut être dévié. Alors il ne faut pas, à ce sujet, dire qu'on interdit tout. Et il y a la question aussi du temps législatif. Est-ce que ça entre en compte dans le débat? Le cadre de la loi, la longueur parfois aussi, ça peut peser. Ah oui, là c'est un petit peu long quand même, on l'attend cette loi. Et la révision qui était prévue très régulière, elle est un peu espacée hein, entre les lois, ça a été un peu long. Oui, alors en même temps c'est un peu inévitable qu'il y ait du temps, parce que non seulement il y a le temps de la réflexion, mais il y a le temps de la mise en œuvre d'une réforme et de voir si ça fonctionne ou pas. On le voit bien par exemple avec la fin de vie. Attendons déjà de mettre en place... voilà. Et de fait, c'est quand même la même chose. De combien de situations, justement parce que la technologie évolue, on a particulièrement peu de recul. Par rapport à ce qu'a dit ma voisine, quand même, des normes et des interdits, ça peut servir quelquefois pour signifier des fausses pistes. Il n'en faut pas trop. Voilà, mais il en faut quelques-uns. Donc, et on peut, dans une société, se poser un interdit, même s'il y a d'excellentes raisons de désirer les choses. Et donc, puisqu'on a fait allusion à la GPA, évidemment qu'il y a des demandes de GPA qui sont strictement, j'allais dire, à visée médicale, et qu'il y a des demandes de GPA qui sont à désir de fonder une famille dans un couple homosexuel masculin. Mais une fois qu'on a dit ça, si ça bloque, c'est sur l'usage du moyen, c'est-à-dire sur le fait de autoriser un type de service ou un type de travail qui instrumentalise quand même le corps de la femme, qui pose des problèmes, enfin, autorise une activité à risque et une activité d'emprise sur le corps d'autrui. Actuellement, on a des tas de régulations de droit du travail qui vont limiter ça. De quel droit, d'un seul coup, on autorise 9 mois de travail sans interruption, un certain nombre de risques et un impact qui n'est pas innocent, parce qu'à ce niveau d'impact sur le corps et sur la biographie de la personne, on dépasse nettement ce que on autorise à un employeur ou même à un service. Donc, vous voyez, on peut bloquer sur le moyen en disant ça paraît ne pas être respectueux de la personne et arrêter une société, dire ça ne nous paraît pas correct. Ceci, y compris si la femme est consentante. Et ça, c'est, je pense, un des débats
de fond sur est-ce qu'on peut poser un interdit parce que socialement on pense qu'anthropologiquement et dans la régulation de la société on ne veut pas l'avoir, alors même que des personnes seraient consentantes, c'est-à-dire l'impact sociétal de nos décisions. Vous dites tellement de choses intéressantes que c'est très difficile de répondre à tout. Alors, juste sur le dernier point, je pense que le paternalisme, ça doit être terminé. Dire on sait ce qui est bon pour vous, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'on a le droit à un certain degré d'autonomie. Quand, et on en rencontre souvent, on voit 2 sœurs ou 2 amies, et dont l'une consciente de ce que c'est la grossesse, qui a déjà eu des enfants, sinon on ne ferait pas, dit « je le ferai pour ma sœur ». Moi, je l'aurais fait pour ma sœur si elle n'avait pas eu d'utérus. J'aurais porté, même en toute connaissance de cause. Vous savez ce qu'on propose aux femmes à l'heure actuelle? On leur propose de faire une greffe d'utérus. Intervention infiniment plus dangereuse pour la donneuse. Donc, je crois qu'il faut un certain degré d'autonomie. Mais vous avez aussi dit, vous avez dit que des choses intéressantes. Vous avez aussi parlé de la loi, il en faut. Alors, je voudrais qu'on s'interroge. Est-ce que vraiment les Français, on est les mieux disants, les mieux sachants, les mieux tout? Pourquoi, autour de nous, on joue un peu les irréductibles petits Gaulois en matière de bioéthique? Plus de choses sont possibles. Quand une loi est universellement acceptée, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, personne ne va dire dans le pays d'à côté, tu as le droit de voler, tu as le droit de tuer. Non, c'est pas vrai. Nous respectons tous parce que cette loi s'impose. Quand une loi est fondée sur des croyances, sur des arrière-pensées, sur des histoires religieuses parfois, eh bien, elle ne va pas être respectée, elle va être contournée. Et si la loi est contournée, mais à quoi sert une loi? Elle va au contraire, c'est le principe de l'interdit qui finalement est beaucoup plus nocif. Donc je crois que les vraies lois, on les respecte. Alors, Marie-Gaëlle, je dirai le troisièmement après, alors. Je dirais le troisièmement. Voilà. Moi, je pense que dans ce qui a été dit, déjà, on est rentré clairement dans le vif du sujet. Il y a 3 éléments ou 3 arguments, questions sur lesquelles chacun, je pense, doit pouvoir se faire une opinion et une idée, mais il faut détricoter. C'est-à-dire qu'il y a un premier niveau qui est pas particulier à l'histoire de la France, mais qui est quand même une des spécificités du pays qu'elle partage seulement avec certains autres pays dans le monde, qui est d'avoir un système de santé fondé sur le principe de la sécurité sociale, fondé sur un pacte de solidarité, et cette solidarité s'étend jusqu'à la procréation. Alors aujourd'hui, on est dans une époque où effectivement, on discute de quelles formes de procréation peuvent être financées, prises en charge par la société. Mais il y a un premier élément, je pense, de décision aujourd'hui, c'est effectivement de savoir si la société veut aider ses membres à avoir des enfants et est-ce qu'elle peut faire, et au nom de quoi, des distinctions entre tel ou tel membre qui serait légitimement pris en charge et d'autres qui ne le seraient pas. Ça, c'est un premier élément, et c'est vraiment lié à notre pacte de solidarité, qui, encore une fois, n'est pas le propre de tous les pays. Et le fait d'accorder autant d'argent à la santé, c'est aussi un choix, enfin, tout ce qui concerne le corps, par rapport à d'autres postes de dépenses, que ce soit l'éducation, la culture, l'armée, etc. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est celui, effectivement, et on voit bien les éléments de discussion se mettre en place, du rôle accordé à la loi. Non pas pour, je ne voudrais pas reconduire ici une opposition un peu simplette et qui de toute façon ne correspond pas à grand chose dans la réalité entre des régimes juridiques qui organiseraient la coexistence des libertés et qui feraient que tant qu'on ne nuit pas à autrui, eh bien finalement chacun effectivement fait comme bon lui semble et ça serait le rôle de la loi que de garantir cette liberté versus une loi qui donnerait des contenus. Parce que je pense que c'est effectivement une illusion que de dire que la loi ne peut pas donner de contenu. Et quand elle fait le choix, effectivement, d'accorder la liberté, c'est une façon de donner un contenu. Donc sur cette question des valeurs fondamentales qui vont être sous-jacentes à la loi, effectivement, je ne pense pas qu'on puisse y échapper, même en défendant une vision libérale. Mais malgré tout, il y a quand même des postures différentes du point de vue juridique qui consistent à dire effectivement est-ce que la loi va me donner le droit d'intervenir sur le choix d'autrui et dans ce cas-là au nom de quoi il faut le justifier ou est-ce que le rôle premier de la loi c'est de protéger, je ne sais pas, ma liberté, les plus vulnérables, etc. Et ça ne sera pas tout à fait les mêmes positionnements, je pense. Et le dernier élément, et effectivement par la GPA, mais même la conservation ovocitaire, en fait, on l'aborde directement, c'est que jusqu'à maintenant, dans notre histoire, on a pu raisonner dans le contexte franco-français. Or, aujourd'hui, effectivement, c'est ce que vous avez mis en évidence tout à l'heure, les gens qui ont un peu d'argent sortent. Ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant tout aménager chez eux sur l'espace territorial, mais ça veut dire qu'on est obligé de penser notre système législatif
à la lumière de pratiques qui se sont internationalisées et qu'on ne peut pas effectivement juste mettre ça sous le tapis en se disant c'est pas chez nous, donc on s'en occupe pas. Voilà. Je pense que ça c'est un élément tout à fait central du débat, qu'on soit heureux ou pas que ce soit le cas. Voilà. Et alors, on parlait de progrès technique. Est-ce qu'il s'accompagne aussi du progrès social? Est-ce que la société, justement, prend acte de ce progrès et veut, voilà, en termes de lien social, de représentation? Je voulais juste répondre à quelque chose d'important. Est-ce que c'est à la société de payer? C'est une très bonne question. Mais il faut savoir que l'assistance médicale à la procréation, alors je ne veux plus dire de bêtises parce que j'ai plus le chiffre avec moi, mais c'est moins de c'est même pas 1%, 1/1000 des dépenses. Par rapport à toutes les dépenses, par rapport à la dernière année de vie, par rapport à toutes les maladies chroniques, l'AMP ne représente quasiment rien. Deuxièmement, c'est qu'on peut différencier l'autorisation de la prise en charge financière. La majorité des médecins, nous ne demandons pas que l'autoconservation soit prise en charge. Ce serait bien qu'il y ait un système où les femmes qui le peuvent le payent, celles qui ne peuvent pas puissent passer devant, ça existe déjà, un comité de la sécurité sociale pour dire oui, on va la prendre en charge effectivement et elle n'aura pas à le payer. Comme vous le savez peut-être, certaines chirurgies esthétiques peuvent être prises en charge, d'autres ne le peuvent pas. Donc on pourrait envisager quelque chose comme ça et il ne faut pas toujours dire mettre en même temps l'autorisation et la prise en charge financière. Ce n'est pas obligatoirement la même chose et ça ne va pas automatiquement ensemble. Sœur Catherine Finot, justement, on parlait tout à l'heure de Conservation. Conservation, merci, je vais y arriver. Oui, c'est très mignon. Vous avez raison, oui. Des ovocytes. Justement, pour vous, c'est important d'élargir aussi pour les femmes elles-mêmes? Alors moi, j'ai bien repéré le thème et qui effectivement est assez peu diffusé, puisque ça n'était, j'allais dire, utilisé jusqu'à maintenant que pour suppléer, j'allais dire, des accidents de santé, type un cancer, voilà. Qui est donc là, la jeune femme se retrouve avant une obligée chimiothérapie, d'être avant stérilisée, un traitement qui va leur rendre sa fertilité. Et puis un petit peu après, si j'ai bien vu, en compensation des dons d'ovocytes, en se disant que si on avait stimulé une femme et que j'allais dire elle avait donné un certain nombre d'ovocytes et que manque de chance, c'était quelqu'un qui était avec un entre guillemets un stock global un peu bas et qu'elle se retrouvait en incapacité, on compensait. Alors là, on est en train de se dire on va l'offrir beaucoup plus largement, j'allais dire, pour pouvoir étendre possiblement la durée de la fécondité en tenant compte du fait que la vie des femmes dans nos pays occidentaux fait que le temps que j'ai géré les études, les débuts de la carrière, etc., pour un certain nombre, je me trouve en frange limite. C'est un des exemples de cette médecine d'augmentation ou d'enhancement, contre lequel je ne suis pas a priori contre. Je suis quand même un petit peu perplexe, c'est-à-dire qu'il me semble qu'on est un peu là dans une ligne de fuite où on va médicaliser pour aider à gagner un certain nombre d'années. Alors, très prudemment, je me dis que la ménopause, dans plein d'autres lieux du monde, ça protège les femmes d'aller trop loin dans la grossesse, au point d'ailleurs que quand on était en situation, j'allais dire, plus on va mieux, plus on est aisé, plus on arrive à avoir des enfants tôt et plus on peut en avoir tard. Donc il y a un jeu de protection. On joue contre cette protection et c'est là où vous disiez, on va dans des zones un peu à risque. C'est de la médecine de luxe, c'est de la médecine qui permet de gagner quelques années. Je ne voudrais pas que ce soit la seule chose qui se fasse, parce qu'on pourrait aussi se dire comment est-ce qu'on invente une société telle que des femmes puissent faire leurs études et leur carrière et ne pas retarder leur grossesse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il peut y avoir une manière de jouer du fait qu'on a un pays qui a l'argent pour le faire en jouant sur la technique, sans réfléchir à comment on peut fonctionner maintenant qu'on a gagné au féminin la possibilité de faire des études et d'avoir des métiers qui sont extrêmement prenants. Comment est-ce que je gère aussi la possibilité de ne pas attendre indéfiniment pour une famille? Ça me paraît être un point important. Et l'autre point important aussi est de se dire, plus fondamentalement, pourquoi il y a un tel pourcentage de femmes à 35 ans qui n'ont pas trouvé Mais je peux de vous partenaire? répondre avec plaisir, parce que
là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je dis que tout ce que vous disiez était passionnant, mais là, je ne peux pas être d'accord. Je ne peux pas être d'accord, je vous explique pourquoi. Parce que ça, c'est la caricature des femmes qui veulent faire une autoconservation. Elles font carrière. Entre parenthèses, pourquoi pour les hommes, quand ils font carrière, c'est bien, et pour nous, on raye le parquet avec nos dents si on fait carrière. Là, il y a quand même une injustice. Je n'ai pas été critique, mais là, je ne hein. vais même pas parler de Vous ça. trafiquez. Non, mais je ne parle même pas de ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on a maintenant d'enquêtes dans tous les pays qui le font, en Israël, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Belgique, et on interroge les femmes. Plus de 85% dans toutes les enquêtes des femmes qui font une autoconservation, c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé l'homme avec qui faire un enfant. Et elles le disent, c'est parce qu'elles sont seules, parce qu'elles sont veuves, parce qu'elles sont abandonnées. C'est parce que les hommes, vous le savez tous, ils ont de plus en plus peur des femmes, ils hésitent beaucoup à s'engager, on le voit bien, il y a un changement, et ça n'est pas la faute des femmes. Je n'ai pas dit que c'était la faute des hommes, mais c'est un changement de philosophie, de vie, et en tout cas, ce ne sont pas les femmes carriéristes. Et là, je suis vraiment triste parce que je croyais l'avoir essayé de le montrer, mais j'ai été trop vite sûrement. C'est pas les femmes carriéristes qui veulent faire une autoconservation, c'est toutes ces femmes qui, à bord de la 35 ans, ont eu parfois une aventure, parfois d'autres non, et puis le monsieur il s'est sauvé, puis surtout quand on lui parle d'enfants, comme disent les hommes, non mais on a le temps, comme le disent toutes les dames de 40 ans qui disent ah ben mon mari m'a dit qu'on avait le temps, parce que le déni de la chute de la fertilité avec l'âge, il est déjà trop répandu chez les femmes, mais les rares femmes qui savent que la fertilité chute des 35 ans disent mais mon conjoint ne le savait pas, mais lui il dit qu'on peut, mais lui il a vu les images des gros ventes médiatiques de ces dames qui font des dons d'ovocytes à l'étranger, à 45 ans, toutes les actrices, et politiques ou autres, et qui disent ensuite ah mais c'était naturel, voyons. Mais c'est pas vrai, c'est des dons d'ovocytes. Et les hommes croient, ils tombent dans le panneau et ils se disent bah oui, on peut attendre. Donc pourquoi les femmes veulent une autoconservation ? Eh bien parce qu'elles n'ont pas trouvé celui avec qui faire un enfant. Et je vous promets que toutes les enquêtes vont dans le même sens. C'est peut-être bien, mais on peut peut-être se poser la question, pas seulement d'informer les femmes, mais de collectivement se prendre en charge en responsabilité initiative pour qu'on se demande comment socialement on pourrait faire pour construire des couples peux à quand peu même près répondre stables et ouverts à fonder des familles un peu plus tôt que 35 et 40 ans. Alors, Parce que c'est pas pareil pour les gamins non plus d'avoir juste des en jeunes un mot, parents. hein. Je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la phrase, mais c'est pas faute d'avoir été interviewé par tous les journaux féminins possibles. Jamais de ma vie, je n'ai été interrogée par un journal masculin. Jamais de ma vie, l'équipe ou n'importe quel truc qui parle de voiture, de foot ou de je sais pas quoi ne m'a jamais interviewé. Alors Marika, justement, le rapport entre la femme et l'homme, ça va influer pour vous ? Oui, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, peut-être aussi parce que on s'attache beaucoup. En fait, cette représentation, quelles que soient les raisons pour lesquelles les femmes feraient des enfants de plus en plus tard, quand on se replace dans la longue histoire de la démographie, c'est juste faux. Enfin, le contrôle des naissances a commencé avant la fin de l'Ancien Régime, et dès les années 1770 en France, on peut repérer dans les campagnes françaises, qui représentent quand même l'écrasante majorité de la population à l'époque, des pratiques de contrôle des naissances. Et l'âge moyen du premier enfant, c'est 27 ans. Donc c'est pas très éloigné en fait de ce qu'on connaît nous aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut remettre les choses dans l'histoire longue et peut-être un peu, je pense, mettre de côté tout ce que véhicule. J'aime bien les journalistes, hein, mais de temps en temps quand même ils m'énervent. La presse grand public avec bon effectivement des anecdotes spectaculaires sur des parcours de vie un petit peu atypiques, parce que c'est pas ça la question. On trouvera toujours autour de nous, je pense, des parcours un peu atypiques, des femmes carriéristes, des femmes qui n'ont pas rencontré le grand amour, mais voilà, la question, c'est de savoir ce que, comme collectif, comme société, on veut prendre comme décision et qu'est-ce qu'on a vocation à légiférer pour un certain nombre de cas qui ne sont pas, je pense, très nombreux à l'échelle des 800 000 naissances françaises sur le territoire national qui, effectivement, comme vous le rappeliez, ont un coût, mais qu'il faut pondérer par les autres coûts. Voilà. Alors, quant à la différence donc, des hommes et des femmes, moi, vous penserez, enfin voilà, vu ce que je viens de dire, pour moi, c'est pas l'enjeu fondamental. Enfin, on peut y revenir évidemment si on aborde la question de la GPA pour les homosexuels, couple femme ou couple homme, mais il faut replacer les choses dans l'histoire longue. Hein. Et effectivement, les femmes qui font des enfants tard, c'est pas nouveau. Et c'est pas ça l'enjeu premier, je pense. Mais c'est nouveau depuis la fin du XXe siècle. Vous avez tout à fait raison.
sauf depuis Il y a eu les un années petit creux qui s'est 80, remonté. où Voilà. l'âge moyen Voilà. des femmes et des hommes, on n'en parle Oui, pas, oui. mais des hommes aussi avec Tout à 3 fait. ans d'écart Voilà. homme-femme, C'était va plutôt- en augmentant. voilà, tout à fait. Au début, c'était plutôt le début de la vingtaine. Dans les années 60-70, c'était entre Puis 20 et 25 après- ans. Puis après, c'est remonté. Voilà. Parce qu'on a eu la phase où on a arrêté, j'allais dire, le mariage tardif fonctionnait comme contraception. Donc, à un moment, on a une autre contraception, il n'y avait plus besoin. C'est vrai que la manière dont on est en train d'aller jusqu'à la limite où les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants, là, je pense qu'on a à se questionner comme société largement autant que de commencer à mettre au point une méthode médicale pour élargir ce temps de la fécondité. Et pourquoi pas les deux en même temps? S'interroger, vous avez raison, mais faire une proposition. Parce que quand même, les patientes de 40 ans, elles envahissent nos cabinets, en larmes auxquelles on est obligé de dire, madame, vous êtes jeune dans la vie, mais pour faire le bébé, c'est un peu tard. Et qui nous disent, mais regardez dans les journaux, on dit oui, mais c'est un don d'ovocytes. Je voudrais quand même vous raconter une anecdote vraie. Dans une émission télévision, j'étais avec une dame qui a maintenu 49 ans, toute l'émission, qu'elle était enceinte de sa fille avec elle, etc., et que c'était bien elle. Toute l'émission, j'ai joué la méchante et j'ai dit non madame, c'est un don d'ovocytes, vous n'êtes pas enceinte spontanément à 49 ans. Donc la dame m'a fait passer pour une méchante, etc. Nous sommes descendus, la production m'a appelé un taxi, elle aussi. On s'est retrouvés en bas toutes les deux attendant notre taxi. Et la dame m'a dit, évidemment, vous avez raison, c'est un don d'ovocytes, mais j'allais pas le dire parce que je voulais pas que ma famille qui regarde l'émission le sache. Je lui ai dit qu'elle était méchante, ignoble, abominable, parce que elle avait fait croire à toutes mes patientes qui allaient venir le lendemain en me disant, vous voyez qu'elle avait été bien enceinte. Eh ben c'était pas vrai, c'était un don d'ovocytes. Et elle a eu le culot de me le dire en attendant le taxi. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour poursuivre l'échange? Voilà, n'hésitez pas à lever la main. Oui, alors on va vous passer un micro. Normalement, voilà, super. Madame, oui. Là-bas. Voilà, parlez bien fort et des questions assez rapides pour qu'on puisse avoir le temps d'en avoir plusieurs. Merci beaucoup. En fait, c'est pas une question. C'est plutôt pour... désolée, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça en public. C'est plutôt pour remercier le docteur Belaïch Chalard, parce que moi-même, j'ai fait l'autoconservation et j'ai dû aller à l'étranger pour le faire. Et je ne suis pas du tout une femme carriériste ou égoïste. Simplement, exactement comme le docteur l'expliquait, je n'avais pas rencontré le bon partenaire. Et voilà, et je trouve qu'on n'informe pas les femmes en France et on les juge, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et moi, j'ai pu le faire simplement parce que c'est grâce à une amie qui m'a, après une rupture, à l'âge de 35 ans justement, qui m'a fait réaliser, qui m'a dit, mais écoute, pourquoi tu n'irais pas dans un pays, l'Espagne, pour conserver tes ovocytes. Et je trouve que c'est vraiment dommage d'entendre que ça a été malheureusement pas suffisamment pris en compte dans le débat public. Et il ne s'agit pas de prolongement de la fécondité, c'est simplement permettre à des femmes qui, justement, en toute responsabilité, ne veulent pas faire un enfant n'importe comment, veulent le faire en pensant justement au bien-être de l'enfant, donc préfèrent le faire une fois qu'elles auront trouvé le bon partenaire, mais simplement sont conscientes du fait que, passé un certain âge, les chances de pouvoir avoir un enfant s'amenuisent quand on est une femme, et donc voilà. Et effectivement, c'est vraiment quand même vraiment dommage de devoir aller à l'étranger pour faire ça, et que ça soit réservé à des femmes qui peuvent financièrement le faire. Donc voilà, aujourd'hui je suis enceinte naturellement parce que voilà, j'ai trouvé. Merci, c'est gentil. J'ai trouvé justement le bon partenaire et. Mais vous lui avez pas mis la pression, parce que c'est ce que racontent toutes les dames. Elles disent au moins, si je les ai en réserve, je vais pas tout de suite lui dire, dès qu'on a un partenaire à 37 ou 38 ans, on fait un enfant, ce qui est la meilleure solution pour que le type se barre immédiatement. Ça, c'est la génération. Bon, pas ceux qui sont dans la salle, messieurs, mais c'est quand même une histoire assez vraie. Non, c'est une belle histoire et c'est un enfant qui est désiré, qui a été désiré. Vous savez, vous avez dit quelque chose de très très juste. Je voulais juste dire, dans le rapport du comité d'éthique, quand ils ont interrogé sur le web les gens, il y a le public a répondu quelque chose
chose de très bien. C'est les rares qui ont parlé de l'autoconservation. Ils ont dit il faut être favorable parce que sinon, on va encourager les femmes à faire un enfant toutes seules à 38 ou 39 ans en se disant c'est la fin, si je ne le fais pas maintenant, j'en aurai pas. Et on va augmenter les familles homoparentales involontaires. Et je trouve que cet argument, que nous, médecins, on n'utilisait pas, est un argument extrêmement réaliste. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que le suivi, je l'ai fait en France. Donc évidemment, la ponction, j'ai dû le faire en Espagne. Et j'ai rencontré et uniquement des praticiens de santé qui m'ont soutenu dans ma démarche et ils trouvaient quand même extrêmement dommage que ça ne soit pas possible en France. Donc je trouve qu'il faudrait pouvoir mieux informer les femmes, parce que je ne suis pas sûre que toutes les femmes soient conscientes du fait que, effectivement, à 35 ans, les chances, la fertilité chute quand même de façon assez importante. Voilà. Donc je voulais juste rectifier parce que voilà, et donc je vous remercie vraiment, docteur. Vraiment, merci beaucoup. Merci de ce beau témoignage. Marie-Gaille, Catherine Finot. On peut peut-être juste... D'abord, c'est vrai que les gens en parlent peu, mais quand même, ce sera dans la loi. Et demain, je suis auditionnée à l'Assemblée nationale sur ce tout petit sujet exclusivement pendant 2 heures. Et je trouve que c'est assez génial, qu'ils veuillent bien nous écouter. Oui, je maintiens quand même ma réserve pour que ça ne soit pas la seule solution. C'est le jeu. Et aussi pour que nous ne compensions pas toujours uniquement, même si on a les possibilités, par la technologie et par une médicalisation de tout ce qui touche la procréation, des questions qui sont en amont sociétal. Donc oui, il faut jouer sur l'ensemble de la réflexion. Ça questionne quand même notre société que ce genre d'aventure qui là se passe de manière heureuse soit en train de monter en fréquence. Parce que si on se pose la question, c'est effectivement que vous en avez beaucoup dans votre cabinet. Et ça, c'est révélateur de questionnements sociétaux qu'il faut entendre en se disant il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un dysfonctionnement sociétal qu'on n'a pas voulu, qui est conséquence des modes de vie, qui est conséquence actuellement des équilibres et des tensions des rapports de couple. Comment est-ce qu'on peut ne pas non plus entériner naïvement toutes ces évolutions sociétales en se disant chouette, il y a une réponse technologique. C'est très bien, mais voilà, il faut jouer des deux côtés. Notre formule, quand on le défend, c'est il faut l'autoriser sans l'encourager. Donc comme ça, vous devriez être d'accord. Marie-Gaille J'apprécie quand même le bémol, je suis d'accord, parce que c'est effectivement ce que disait le CCNE qui très prudemment dit n'encourageons pas, parce qu'effectivement... Mais c'est ma formule à moi de mon audition qu'ils ont reprise. Voilà. Mais c'est comment l'autoriser sans l'encourager. Parce qu'effectivement, médicalement, c'est quand même assez surprenant de jouer sur la promotion de grossesse tardive, ce qu'on évidemment on n'aurait jamais fait, mais parce qu'on répond... j'allais dire, à des tas de situations singulières qui tiennent tout à fait la situation, je demande juste qu'on passe à un niveau sociétal de réflexion en se disant c'est un indice. Quand on arrive à ce genre de situation frontière, limite, problématique, c'est qu'il y a une réflexion sociétale à faire en amont. Voilà. Oui, moi je suis dans l'interrogation par rapport à ce que vous développez, parce que vous avez évoqué un dysfonctionnement, en fait, et ça suppose qu'il y ait à un moment donné dans l'histoire ou dans l'imaginaire un fonctionnement normal, souhaitable, idéal. Je sais pas, enfin voilà, moi je ne sais pas ce que c'est, ce fonctionnement normal. Je saurais pas lui donner, oui, par rapport à ce qu'est, voilà, qu'est-ce que serait ce fonctionnement normal vers lequel on devrait tendre, et qui en fait sous-tend énormément de positions normatives. Vous avez déjà. On va prendre une autre question, monsieur. Oui, qui levez les mains. Si, le fonctionnement normal, ce serait d'éviter de surmédicaliser quelque chose. Mais la médecine, elle existe, elle est déjà partout. Et heureusement, elle est dans la fin de vie, elle est dans la vie. Non. On vivrait plus sans médecine et sans médecine actuelle, ou on vivrait beaucoup moins bien. Alors, on va prendre une nouvelle question, monsieur. Oui, je ne sais pas s'il y a encore une séance questions tout à l'heure, mais bon, j'avais une question quand même. J'ai l'impression, jusqu'à présent, qu'on n'a pas beaucoup parlé des enfants, mais surtout des adultes. On peut. Personnellement, je crois qu'il y a une notion qui s'appelle dignité humaine et qui est, sauf erreur, à l'origine des droits de l'homme et de l'enfant.
est-ce que c'est respecter la dignité humaine de quelqu'un que de lui imposer, sans lui demander son avis, une souffrance pour soulager la souffrance de quelqu'un d'autre? Non, mais de quelle souffrance parlez-vous? Parce que pour l'enfant, c'est un enfant voulu, souhaité, aimé, que ce soit par un couple de femmes et que ce soit par une dame qui a fait une autoconservation. Attention, on n'est pas pour qu'ensuite elle le reprenne à 70 ans. C'est pas ça du tout. Hein. C'est qu'elle le reprenne avec un âge limite. Je veux bien mettre de côté 45 ans. l'autoconservation pour le moment, parce que je n'y ai pas vraiment réfléchi. Mais dans d'autres cas, pour la GPA, l'enfant a été porté par une femme qui va essayer de ne pas s'attacher à lui. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des conséquences psychologiques pour lui? Elles ont été Même chose à la naissance. Il est arraché, enfin il est séparé de la femme qu'il a portée pour être confié à des inconnus. Est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences psychologiques? Pour les enfants de la femme, quand ils vont voir que leur mère donne l'enfant qu'elle portait à quelqu'un d'autre, est-ce qu'ils ne vont pas se poser la question, est-ce que maman ne va pas nous donner aussi? Alors, on peut passer tout un panel comme cela. Ce sont des bonnes questions. Elles ont été étudiées. Tout dépend de la façon dont c'est fait, mais toutes les enquêtes dans les pays où c'est autorisé, comme l'Angleterre, avec une loi assez stricte, hein, ou la Belgique, montrent que tout se passe bien, mais tout dépend de comment... Pour les enfants de la donneuse, en leur expliquant, et surtout quand il s'agit d'une gestation pour autrui, c'est-à-dire quand l'ovocyte et le sperme sont ceux de parents qui vont l'accueillir, qui ne sont pas du tout des inconnus, ce sont les parents génétiques de l'enfant, et qui en général, ce sont avec des femmes qui connaissent, il n'y a pas d'anonymat dans l'histoire, et qui accompagnent la grossesse, qui sont présents à l'accouchement, il n'y a pas du tout d'abandon, c'est pas du tout comme dans le cadre de l'enfant né sous X ou de l'adoption. Il n'y a pas d'abandon là, il n'y a que de l'amour. Je voudrais rebondir sur je reste questionneur. Moi, je voudrais rebondir sur votre interrogation parce qu'effectivement, que ce soit à travers la notion d'intérêt de l'enfant ou de dignité ou autre, vous soulevez un enjeu important. Je trouve que ce qui est compliqué, c'est de le positionner sur un plan aussi général. C'est-à-dire que là, vous avez invoqué la dignité ou l'intérêt. Qu'est-ce qu'on met concrètement derrière? On sait très bien qu'il y a des familles qui dysfonctionnent alors qu'elles obéissent au modèle standard et qu'il y a des modèles de familles qui ont d'ailleurs énormément varié historiquement, qui varient d'un lieu à l'autre, etc., qui peuvent très bien fonctionner. Donc on a anthropologiquement et historiquement toutes les formes possibles de vie familiale et rien ne prouve qu'il y ait une famille dans laquelle l'enfant, ou une forme de vie familiale dans laquelle l'enfant a une vie plus digne que dans d'autres, a priori. Je dis encore une fois sur un plan général. Et j'insiste sur ce point, et je vais juste finir, je ne vais pas être trop longue, ne vous inquiétez pas, pour à nouveau revenir sur le cadre législatif français, et d'autres cadres aussi, mais disons que je suis plus familière de celui-ci, qui permet et qui a la sagesse de permettre de l'évaluation au cas par cas. Parce que ce genre de questionnement, on ne peut pas le régler, à mon sens, sur le plan du principe général. Il faut à chaque fois voir quelle famille concrètement, est-ce qu'il y a une femme, est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a des grands-parents, est-ce qu'il y a des amis, est-ce qu'il y a des oncles, est-ce qu'il y a des tantes, comment les gens vont vivre concrètement, sans quoi ça devient une coquille vide et voilà, qui à mon avis n'est pas constructive, si je puis me permettre. Et Maria, une question, juste, attendez, monsieur, juste... Oui, alors. Il y a plusieurs questions. Mariga, juste une question, si vous pouvez passer le micro. Comment vous appréhendez la notion de filiation? Voilà, quelle est votre lecture de la filiation? Eh bien, voilà une bonne question. Bon, alors la notion oui, c'est ça, la notion de filiation, déjà, de toute façon, quand même, renvoie, je pense, au premier chef, à un bagage juridique. Hein. C'est une notion qui est d'abord élaborée dans et par le droit, et d'ailleurs, en tout cas dans le droit français, de façon très redoutable, parce que c'est comme un domino. Dès qu'on touche à un petit bout de la loi, on touche à tout. Donc, dès qu'on veut effectivement modifier, et si on souhaitait modifier quelque chose sur le principe de la filiation, ce serait très compliqué. Et on le voit bien dans toute la discussion qui a lieu sur la levée de l'anonymat du donneur, par exemple. Donc, la filiation, effectivement, c'est un principe juridique qui tient l'ensemble du droit, y compris d'ailleurs l'héritage, le droit patrimonial, enfin, qui tient tout ensemble. Voilà. Maintenant, les débats qui finalement agitent la société française depuis les années 80 sur ce sujet, c'est de savoir jusqu'à quel point le droit français doit coller à la réalité biologique qui fait que on a un homme et une femme pour faire des enfants, je pense. Et du coup, est-ce qu'on arrive de plus en plus à une distinction entre la procréation et la maternité? Voilà, quelle est l'évolution? Comment vous percevez ça?
Donc c'est moi qui... La famille, oui. Alors, oui, ce que je peux dire pour rebondir tout à l'heure, l'évaluation sur les questionnements de l'impact psychologique, dans le cas de la GPA, effectivement, c'est toujours un petit peu difficile d'évaluer les statistiques, le recul sur l'expérience. On peut au moins dire qu'a priori, ce n'est pas le scénario qu'on aurait obligatoirement souhaité pour un enfant que ce jeu d'abandon organisé, même si, après, heureusement, les enfants ont beaucoup de résilience. Mais d'un autre côté, notre responsabilité, c'est aussi de se demander ce qui peut être le mieux pour eux. Donc, effectivement, il y a tout un discours qui, à juste titre, interroge la GPA sur les ruptures successives et sur la cohérence de ce non-attachement pendant la grossesse de la mère porteuse. Voilà, il y a un petit travail sur le principe de précaution, je pense, à prendre là-dessus. Ceci dit, effectivement, à mon avis, la GPA est encore très questionnée aujourd'hui. Le critère de la dignité, on l'a beaucoup dans le langage catholique. Alors on peut mettre effectivement ce qu'on veut dans la définition de la dignité. Moi, j'aime bien partir sur ce critère-là. Après, on peut débattre de ce qu'on met derrière dignité pour éviter de faire des concours de souffrance. Vous voyez, la souffrance qu'on va appliquer à l'enfant, mais en face la souffrance de la femme. Et l'expérience prouve que nos contemporains, c'est-à-dire nous-mêmes, on a de plus en plus de mal à hiérarchiser une souffrance et à négliger. Par contre, un appel à responsabilité, ça permet la dignité permet d'en appeler à la responsabilité de l'adulte. Quand on parle de ces sujets-là, n'importe qui pourrait dire qu'au point de vue de l'identité, de la dignité, ce n'est pas négligeable de se trouver empêché de fonder une famille. Donc, si on se permet de dire « il nous semble que ce n'est pas possible », ça peut être justifié que si par ailleurs on évalue que la pratique elle-même, le moyen utilisé, porterait atteinte à la dignité. C'est exactement quand je vous dis la GPA, ça bloque sur l'utilisation, l'image ou la symbolique de la femme et de la procréation que ça entraîne, qui peut être considérée comme une indignité. Là, il y a une limite à se demander si j'utilise ce schéma-là. Et évidemment qu'il va y avoir débat d'interprétation, mais une société peut avoir le droit de dire non à un certain nombre d'indignités contre des volontés ou des histoires individuelles qui se sont bien passées. Donc on est toujours dans ce débat. On est souvent sociétal. C'est exactement pareil pour les problèmes de la filiation. C'est évident qu'avec l'évolution de la société, les régimes de parenté sont de plus en plus complexes, les régimes de filiation sont assez complexes. En plus, c'est à la mondialisation, donc on sait qu'on a des régimes extrêmement diversifiés. En même temps, c'est quelque chose d'assez profond, la filiation, le lien aux origines et tout ça. On bricole, il y a une certaine réflexion, voilà, il y a un certain droit à ce que l'accueil de l'enfant assure quelque chose d'à peu près lisible dans la filiation et de moins mensonger possible. Donc c'est tous ces problèmes d'institutionnalisation. En ce moment en France, on avait eu un jeu qui essayait de mettre en cohérence la filiation avec la vérité de ce qui se passait, j'allais dire biologiquement, on va être vraiment très simple. Et quand on avait une adoption qui rattrapait les affaires, on simulait. Quand on commence à avoir des régimes d'adoption dans des familles homosexuelles ou dans certains cas, on voit bien qu'on ne simule pas le réel. Et donc, on a élargi les régimes de filiation. Là, ça peut se questionner. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux options où on considère qu'on garde le régime de filiation et cet idéal d'une certaine cohérence. Et ça servira de référence pour tous les cas où ça n'a pas lieu, parce que je me retrouve seule avec mon enfant, parce que, etc. Et donc, j'essaye de tenir un discours le plus de vérité possible dans ces cas-là. Soit je tendance à rendre valable des tas de fonctionnements dispersés et on n'est pas tout à fait sûr que la cohérence et la construction de la personne et de la filiation fonctionnent aussi bien qu'avant en régime français. Les autres régimes sont souvent assez
strictes dans leur logique de filiation. Hein, on ne peut pas passer tellement si facilement que ça du côté des États-Unis, parce que l'adoption simple, ça ne donne pas du tout la même structure, et on ne peut pas comparer si facilement de ça par rapport à pas mal de pays qui ont structurellement des familles beaucoup plus élargies qu'on en a nous ici, ce qui fait qu'un certain nombre de choses se compensent naturellement. Mais là où on en est, nous, en France, on fait quand même de l'expérimentation risquée. Et donc, il y a ce droit d'accueillir les enfants avec des conditions, j'allais dire, à peu près cohérentes pour qu'ils se construisent. Juste en un mot, l'intérêt de l'enfant, c'est d'être aimé et d'être souhaité. Et je peux vous assurer que ces enfants, dans toutes ces situations, ils sont aimés, souhaités et attendus. Et que ça, c'est vraiment le plus important. La filiation, elle évolue obligatoirement, le Conseil d'État y réfléchit. Monsieur, je ne suis pas d'accord avec ça évolue obligatoirement. Ce sera là. Vous savez qu'on a un régime. Le Conseil d'État y réfléchit. Le Conseil d'État y réfléchit. Ça n'empêchera peut-être pas qu'on garde des réserves éthiques sur l'évolution de la loi. On parlait législatif, je sais pas. Là, voilà, le Conseil d'État, on est bien c'est d'accord. le législatif. Et la filiation est peut-être quelque chose de juridique, mais le droit s'appuie sur un certain nombre de fondements qui ne sont pas que juridiques. Vous voyez, il y a derrière aussi un rôle du droit qui doit organiser les choses et qui a le pouvoir, qui est un rôle qu'on attribue au roi. On pourrait le faire dialoguer avec d'autres instances de réflexion philosophique ou autres. Hein. Voilà. Oui, on va peut-être passer. Monsieur, oui, si vous avez votre question. Écoutez, si l'intervenante veut intervenir, je le ferai après. On va passer. Allons-y, on va. Allez-y, allez-y. Non, ce n'est pas tout à fait une question, c'est une simple réflexion. Je serai très, très bref. Madame, je m'adresse au docteur Bellech-Allard. Vous avez dit tout à l'heure, finalement, l'autoriser sans l'encourager, c'est un peu le slogan qui permet de faire des avancées dans le domaine de la bioéthique, si je résume bien. C'était uniquement cette phrase pour l'autoconservation ovocytaire. Elle était vraiment dans ce cas-là où on veut l'autoriser, que toutes les femmes soient au courant, ce qui ne signifie pas qu'il faille l'encourager. Mais c'est très différent, c'est pas pour tout. Effectivement, ce n'est pas pour tout. Néanmoins, quand on fait un peu d'histoire rapide en arrière, il y a 40 ans, il y a eu la loi sur l'avortement. C'était la même chose. C'était l'autoriser, mais pas l'encourager. C'était une situation qui devait répondre, une évolution du droit qui devait répondre à des situations de détresse, et ça devait mettre fin aussi à l'hypocrisie, la fameuse hypocrisie qui veut qu'il suffit de prendre le train pour aller faire ce qui n'est pas autorisé en France, d'aller le faire dans le pays d'à côté. Et un scandale de santé publique. Voilà, c'était pour éviter toutes les femmes qui mouraient de septicémie à perfringence parce qu'elles ne pouvaient pas assurer l'enfant et qu'elles se tringlaient, disait-on, et qu'elles mouraient, et qu'en plus, devant les cellules, devant les hôpitaux, il y avait devant des gardiens de police qui étaient en train de les surveiller pendant qu'elles mouraient. Je n'ai pas connu ce temps-là et j'en suis heureuse, mais mon père était interne en gynéco, il me l'a raconté. C'était l'horreur. L'IVG, ça a été quelque chose de fantastique, monsieur. Bon, écoutez, madame, non, mais attendez, laissez-moi terminer, parce que là, je pense qu'effectivement, le débat va s'envenimer assez vite si on part comme ça. L'IVG, simplement un chiffre, ça devait être une situation exceptionnelle. Est-ce qu'il y avait 200 000 femmes qui mouraient chaque année, etc. Moi, je ne sais pas, on ne va pas entrer dans un débat de chiffres. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que depuis 40 ans, c'est 200 000 IVG environ par an. Vous me contesterez peut-être que le chiffre soit aussi régulier. C'est donc sur 800 000 naissances. Voilà. C'est juste une remarque. Deuxième remarque, lorsqu'on a eu la loi, nouvelle loi bioéthique bien plus tard, sur le mariage pour tous, ça c'est très récent, on nous a dit, bien entendu, c'est parce que les gens doivent pouvoir construire leur projet de vie en étant homosexuels, etc. Et donc, il n'y aura évidemment pas d'adoption, car l'intérêt de l'enfant prime. Bien entendu, je ne sais pas ce qui s'est passé, puisqu'à partir du moment où il y a des couples, ils ont forcément marié, ils ont les mêmes droits que les autres couples mariés. Et en particulier, pour les femmes, rien ne s'oppose à ce qu'elles puissent pratiquer une PMA. Et donc, maintenant, on est dans une nouvelle étape, la levée des interdits de la PMA sans père et de la GPA. Ça répond à des situations de souffrance, ça répond à tout ce qu'on veut, etc. Mais on ne peut que constater le fait que ça progresse quand même inéluctablement vers une reconnaissance de la PMA sans père et de la GPA. Pourquoi ? Parce que c'est toujours le même mécanisme qui est à l'œuvre, c'est-à-dire que
quand on consulte la population, comme on l'a fait dans ce grand débat cette grande consultation sur Internet, on se rend compte que majoritairement les gens sont totalement opposés à la GPA. Et bien quand on écoute le résultat, la publication du Conseil national d'éthique, on se rend compte que les choses sont tout à fait différentes et qu'on commence à entrouvrir la porte. Dans le fond, finalement, c'est l'histoire sans arrêt d'une minorité, toujours la même, qui agit toujours dans le même sens, parce qu'elle est persuadée que c'est un progrès sociétal qu'elle va introduire, et elle le fait au détriment de la vie générale de la population. Et pour moi, c'est une véritable crise de civilisation que la succession de ces textes, pas seulement en France d'ailleurs, mais dans des pays qui étaient habitués quand même à vivre selon le droit naturel. Merci, Je vais monsieur. laisser Madame Gaille répondre. Alors, Je vais laisser Madame Gaille répondre, mais juste ma phrase, j'ai répondu avec trop de véhémence. Bien entendu, c'est pas l'acte d'IVG qui est fantastique, c'est le droit à la liberté à l'IVG qui est fantastique. Madame Gaille. Oui, après une telle intervention, de toute façon, effectivement, c'est un petit peu compliqué de rebondir, mais je voudrais quand même essayer d'apporter non pas des éléments de réponse, mais quelques éléments de questionnement. Jusqu'à maintenant, on a tourné autour de la question du rôle du droit et de la loi. Vous avez invoqué le droit naturel. Il y a toute une réflexion et une tradition juridique issue du droit romain qui insiste moins sur l'idée de droit naturel que sur celle de fiction juridique. Et la fiction juridique, c'est une conception du droit qui envisage le droit comme un arrangement, quelles que soient d'ailleurs les valeurs défendues, en fait, et qui est non pas fondée en nature, parce qu'à nouveau la notion de nature, elle peut vouloir dire beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps, mais qui est vraiment l'idée qu'on va concevoir le droit par rapport à des finalités et non pas par rapport à des natures. Donc vous avez une lecture effectivement, je trouve très, très triste de l'évolution de votre propre société, puisque finalement tout va à volo depuis 1975. On n'est pas obligé d'embrasser cette lecture. Or, vous et moi, nous vivons dans la même société. Donc la question, c'est de savoir ce qu'on fait ensemble. Est-ce que moi, je vais vous imposer mon mode de vie et mes choix de vie? Est-ce que vous allez m'imposer votre mode de vie et vos choix de vie? Ou est-ce qu'on essaye, encore une fois, de co-construire une société dans laquelle on ne partagera certainement pas toutes les valeurs, mais dans lesquelles on peut en partager certaines. Parce que la question de savoir si c'est une minorité ou une majorité qui défend tel ou tel point de vue, bon, la démocratie fait que la minorité s'incline sur la majorité. On pourrait régler la question comme ça, mais on voit bien que c'est pas si simple que ça, et que les choses tiraillent, qu'il y a des conflits, qu'il y a des gens qui descendent dans la rue, etc. Donc, pour moi, la question, c'est pas tellement celle d'une évolution historique où tout irait à volo, où en plus, vous avez évoqué d'une part les lois de bioéthique qui sont censées réguler à la fois les pratiques médicales et la recherche médicale, d'une part, et puis d'autre part, un droit qui essayait de résoudre un problème de santé publique, et enfin un autre élément du droit qui était le mariage pour tous, qui avait affaire d'abord avec la possibilité de former des couples. Donc tout ça ne se mélange pas si facilement quand même. Et pour moi, la question fondamentale, elle reste celle de savoir qu'est-ce que vous pouvez m'imposer ou qu'est-ce que moi je peux vous imposer en termes de choix de vie. Comment vivre ensemble? Oui, comment vivre ensemble. Et là, voilà, on peut invoquer chacun la dignité, le droit naturel ou d'autres valeurs, mais on n'est pas non plus obligé de s'entretuer et on peut essayer d'avancer vers une co-construction, je pense. Or, la lecture historique que vous présentez, fort clos en fait, elle ferme toute possibilité à cette co-construction. Et c'est ça qui, moi, me dérange profondément. Alors, je vais essayer d'en glisser une au milieu. Non, vous avez bien parlé. Vous avez bien parlé. Ah bah c'est de bonne guerre. Hein. Non, juste pour dire deux choses. La part d'intuition qu'il y a dans les interventions qui sont passées, c'est que, de fait, ce qui est institué par le droit ou ce qui passe dans la loi a un réel impact sur la construction des libertés et sur la construction de ce qu'on pense. Donc ça n'est jamais neutre de modifier une loi, ce n'est jamais neutre d'ouvrir plusieurs options là où il n'y en avait pas. Ça va jouer sur les manières dont les libertés vont se construire dans les 10 ans, 20 ans qui viennent. Donc, de fait,
mis à part le fait de bloquer un certain nombre de possibilités, les normes qui sont des indications, quand elles sont sous le mode interdit, attention, là, danger, ou quand elles sont sur l'ordre du Conseil, nous construisent et on construit nos libertés, pas sur un flou artistique. Donc c'est un petit peu sur ça que ça n'est jamais neutre et on n'est donc jamais dispensé d'une réflexion du sens qu'on donne aux choses, hein, de la finalité. Alors il faut savoir que droit naturel, ça a des sens différents dans théologique, en juridique, etc. Et que le mot nature n'a pas seulement le sens d'origine, qu'elle soit philosophique ou biologique, mais aussi le sens finalité. Donc il y a des fois, il y a des dialogues de fous sur ce plan-là. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que il y a demandons-nous, dans les décisions que nous prenons au fur et à mesure, quel type d'humanité nous construisons et si nous engageons plus avant l'avenir que nous ne voudrions l'engager dans un certain nombre de choix. Et je pense que ça peut toujours alerter ces changements j'allais dire, de culture extrêmement rapides. En même temps, je pense que c'est largement lié à nos conditions de vie, à la mondialisation, à l'impact du pluralisme. Mais en même temps, je ne suis pas d'accord sur des raisonnements tels que, puisque ça se fait dans le pays d'à côté et que de toute manière des gens peuvent y aller et qu'il y a une injustice sur l'argent, ben je vous dis, si ce qui se fait dans le pays d'à côté, nous sommes convaincus que c'est mal, nous ne laisserons pas. Donc il y a bien un raisonnement éthique qui admet que c'est possible ou n'admet qu'il n'est pas possible derrière ça et qu'il ne faut pas masquer derrière des réflexions sur la justice et la liberté de pouvoir faire les choses. Brièvement quand même. Pourquoi la France serait le seul pays qui sait ce qui est bien? Pourquoi on serait nous les bien-disants ou les bien-pensants? L'éthique, c'est la même chose partout. Il n'y a pas qu'en France. Je suis désolée, mais on ne peut pas dire nous on sait, vous ne savez pas et tout l'étranger est mauvais. C'est pas vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des lois universelles et celles-là on les respecte. Mais ce qui n'est pas universel, on doit s'interroger. Pour moi, l'éthique, c'est de poser des questions. La morale, c'est d'y répondre et de dire moi je sais ce qui est bon pour vous. Eh bien non, appliquons l'éthique, respectons les principes de bienfaisance, de liberté, de justice, d'autonomie et de non-malfaisance. Alors interrogeons-nous sans avoir une réponse obligatoire de nous on sait et puis tout autour de nous vous êtes tous des nuls. Je ne peux pas l'accepter. Alors, c'est pas ce que j'ai dit, c'est une manière de traduire ce que j'ai dit. Non, c'est caricatural, oui, c'est un débat. Mais non, la caricature, c'est le débat. À partir du moment, enfin, ce qu'on ne dire, il y a des règles universelles aujourd'hui, c'est de plus en plus complexe. Alors, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Celle-là, oui. Allez voir les autorisations et les transgressions autorisées pour le vol et pour ne tuera pas, et là vous allez voir la diversité de par le monde. C'est donc extrêmement complexe et on a le droit de raisonner avec ses propres ressources. Et nos ressources, elles sont religieuses, culturelles, etc. Et c'est normal qu'il y ait débat, mais il y a toujours un risque de prendre ses convictions personnelles pour l'universel. Et de part et d'autre. Alors, autre débat, je vais poser une question, ensuite vous pourrez poser deux dernières questions. La question de la levée de l'anonymat sur le don de gamètes, qu'est-ce que ça va changer par rapport aux donneurs? Voilà, votre regard à toutes les trois. Alors, moi, je dirais que c'est une question extrêmement difficile et que je ne savais pas moi-même ce que j'en pensais pendant très très longtemps. Mais, il y a un mais. On est, je suis désolée de le dire, au XXIe siècle. On est dans un monde, on n'est pas en France seulement. Les tests génétiques, ils existent, qu'on le veuille ou non. N'importe qui pourra, finalement, si ça n'est pas déjà possible, ce qui est quand même, je crois, le cas, retrouver un donneur. Alors, je crois que c'est un débat qui ne peut plus avoir lieu d'être. Les SECOS, le centre de la banque de sperme, qui était très très attaché à la non-levée de l'anonymat et à l'anonymat, eux-mêmes nous ont fait un exposé tout récent dans un congrès en nous disant, voilà, on a bien compris qu'avec les tests génétiques, ça ne pourra plus exister. Alors ne faisons pas semblant, accompagnons et ne luttons pas comme quelque chose d'impossible. Donc je ne savais pas ce que j'en pensais. Je trouvais qu'il aurait fallu qu'il y ait les deux, que les hommes qui veulent disent et les hommes qui ne veulent pas le disent pas à l'avenir. Et les enfants, bon, le double guichet, tout ça. Mais je crois que c'est fini. On ne peut plus se poser la question autrement que génétique. Catherine Finot-Marigaille. Alors, moi, je vais vous dire que, pour avoir lu un peu des théologiens, il y a des avis différents selon les pays. Voilà. Et effectivement, certains pays
c'est très proche, cette histoire-là, de est-ce que c'est l'anonymat qui a lieu dans un certain nombre de domaines, sur les greffes, etc. Enfin, chaque fois qu'on doit... Est-ce que je dois déclarer que je suis favorable ou pas à la greffe, ou est-ce que je fais simplement du consentement présumé? Est-ce que je dois déclarer l'identité? Il y a beaucoup de questions où on s'est positionné en France en disant si on demande le choix clair et précis de donner ses organes, si on dit, etc., ça va diminuer les dons. Et nous, on a eu un peu une gestion de précaution pour ne pas faire, j'allais dire, se détériorer tout notre système, que ce soit les systèmes de dons d'organes ou que ce soit... aujourd'hui, on s'attend, si on lève l'anonymat, à ce qu'il y ait une phase de baisse des dons qui remontera. Mais entre-temps, on aura peut-être vu naître du parallèle privé lucratif, justement, dans le pays d'à côté. Donc, quand on a ce genre de remarques, vous voyez bien que ce qui est en jeu, c'est une peur de pente glissante. L'autre côté de l'argument des gens qui disent « mais il faut que les gens prennent en responsabilité le fait de donner leur organe » ou « il faut que les gens assument en responsabilité qu'ils ont fait un don de sperme, etc. » va plus dans le sens actuellement du vent de la prise de responsabilité. Justement, le paternalisme médical est contrebalancé par des prises de responsabilité sur le plan de la gestion du corps. Donc moi, c'est ce qui me fait l'impression que malgré les effets, on évolue vers le fait d'assumer pleinement ces actes, avec toute la difficulté que ça va poser d'ambiguïté, parce qu'on n'est pas aux États-Unis, où il n'y a absolument aucun problème qu'une filiation soit annoncée à côté d'une adoption, alors qu'en France, on est quand même sous un régime de la protection de la fiction père et mère, et quand il y a des systèmes d'adoption ou quand il y a des systèmes de naissance, on protège le nouveau couple. Vous voyez, et c'est là où on est pris entre ce goût que les gens assument leurs responsabilités jusqu'au bout, qui mature et qu'on arrête de diminuer les dons à cause de ça, et la tradition française qui avait dit je protège à fond pour l'équilibre de l'enfant ce qui est une fiction, s'il saura que c'est une fiction, mais que les parents ont fait tout pour qu'il ait une famille sans démultiplication. Donc les deux positions te tiennent, vous voyez, et on sent bien l'hésitation. Alors après, ce que vient de dire ma voisine est extrêmement vrai. Quand vous allez pouvoir, il suffit de bidouiller sur Internet actuellement pour faire des comparaisons génétiques. Et je doute que l'anonymat puisse rester longtemps, parce qu'effectivement, il suffira que vous soyez enregistré par un cousin et les gens vont retrouver, c'est ce qui arrive aux États-Unis. Donc il faut prévoir que notre système français, la manière dont on l'avait pensé, alors là, pour le coup, risque d'être ébranlé concrètement par les moyens techniques disponibles par le net. Voilà. Moi, je pense qu'il y a plus que la question du rapport à la génétique sur cette question. Je voudrais prendre le détour de la littérature pour essayer de vous répondre, qui a un très beau récit de Le Clésio, qui s'appelle L'Africain, qui raconte en fait le rapport qu'il a eu à son père et à sa mère, et qui commence en disant voilà, il a très peu connu son père dans les faits, qui était médecin en Afrique, et il dit à un moment donné, nous sommes tous nés d'une mère, nous sommes tous nés d'un père. On ne les connaît pas nécessairement, on ne les aime pas, mais c'est notre père et notre mère. Bon, voilà. Alors lui, il est dans un modèle encore de filiation biologique, mais ce que je trouve très intéressant dans ce récit, c'est qu'il va construire son propre récit des origines. Et je pense que la levée de l'anonymat est un des éléments qui permet cette construction. Alors voilà, après chacun se raconte sa propre histoire, mais effectivement, comment on construit son identité, on se fait un récit, et l'accès à ses origines, à mon avis, est un élément tout à fait important de cette construction. Et je trouve que ça va bien au-delà du fait qu'on est dans une société de l'information, de la transparence ou du séquençage du génome entier, parce que c'est pas parce qu'on connaîtra son génome entier qu'on aura réglé son propre rapport, voilà, à sa filiation, à ses origines. Donc pour moi, l'argument majeur en faveur de la levée de l'anonymat, c'est vraiment celui que chacun doit pouvoir avoir par rapport à sa propre origine et à la construction de soi. Merci. Et je rajouterais aussi une petite chose. C'est logique qu'actuellement la levée le rapport aux origines soit particulièrement mis en exergue des ressentis, justement parce qu'on a une complexification des parentés et des filiations. Et que du coup, en compensation, il y a ce travail de recherche des origines, contre lequel je n'ai rien contre, j'allais dire,
sans qu'on ait l'illusion que ça résoudra tous les problèmes. Hein, on est bien d'accord. Mais c'est assez logique que ça évolue comme ça, justement parce que ça se complexifie de plus en plus. Et donc, la manière de se réintégrer et de se reconstruire une biographie, ça aide à ce moment-là d'avoir le chemin des origines. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout est simple si vous introduisez ça dans la cohérence que l'on avait montée dans le droit français pour assurer faut juste dire la qualité de la filiation. L'immense majorité des enfants nés de dons de sperme ne s'est jamais posé de questions, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, et ne demandez pas à savoir le père génétique. Pour eux, les parents, c'est ceux qui ont élevé, ceux qui aiment, ceux qui se sont levés la nuit, etc. Donc il y a eu quelques exemples, on en a beaucoup parlé, ils ont été beaucoup montés en épingle, mais l'immense majorité des enfants ne se posaient pas la question. De toute façon, je crois qu'avec tous les arguments autres que vous avez dit, mais que le débat est terminé. On passe à l'immense la majorité aussi, c'est vrai. On passe à la question suivante, les 2 dernières questions. Monsieur, oui. Merci indépendamment des positions que nous avons tous, de nous faire prendre conscience de la complexité du réel, de la complexité de ces sujets. Je pense qu'on en a besoin. Face à ce que vous dessinez les unes et les autres, face à des cas auxquels on a probablement, certains d'entre nous, jamais réfléchi et auxquels on pourrait être sensible, je me pose quand même une question. J'ai un trouble face, non pas à ce que j'appellerais des cas particuliers, mais face au problème de la complexité du réel et derrière des forces économiques en jeu. Je vais essayer de poser une question qui a du sens, mais je suis frappé de voir que la médecine, la recherche, rendent des tas de choses possibles, et que derrière ce qui est rendu possible à des fins fondamentalement médicales, apparaît aussi des tas d'usages qui sont bien au-delà du médical. Je vais faire exprès de prendre la chirurgie esthétique. Quel est le ratio entre la chirurgie réparatrice sur le marché financier, le ratio entre chirurgie réparatrice et chirurgie purement esthétique? Est-ce que toutes ces questions de procréation, toutes ces questions, je ne parle pas d'utérus artificiel, mais toutes ces questions de procréation ne sont pas profondément chamboulées par la technique qui rend tout possible? Et surtout, ça me fait me poser une question. Est-ce que l'État, est-ce que la science, est-ce que les médecins sont en mesure de résister, sont en mesure de rappeler la complexité de ces sujets face à des enjeux financiers absolument colossaux, avec des entreprises qui sont positionnées sur ces marchés? On le voit en France de façon très agressive et on le voit ailleurs aussi. Voilà. Est-ce que médecine, État sont capables encore de pousser la réflexion et de ralentir un mouvement qui pourrait être totalement fou? Merci beaucoup. Je sais pas qui veut répondre. Moi, je peux dire quand même que l'enjeu financier, il n'est pas du tout aussi important que vous le pensez. Et l'AMP, ce n'est vraiment pas... Non, je vous assure, monsieur. Et que, par exemple, la chirurgie esthétique, pour vous répondre, elle n'est pas, sauf exception, remboursée par la société. Sauf dans des cas très particuliers où vraiment, il y a un problème médical vrai. Non, mais... D'accord, alors tant mieux. Sur le reste, oui, je crois qu'il y a des choses. Nous sommes, par exemple, tous les médecins, on va parler beaucoup d'autoconservation. Il y a un âge limite. Au Collège national des gynéco-obstétriciens français, on a décidé que l'âge limite pour reprendre ses ovocytes, ce serait dans l'idéal 45 ans. Que dans de rares cas, on pouvait autoriser entre 45 et 50, mais jamais au-delà. Pourquoi de rares cas? Parce qu'on s'est dit, si on fixe pile la limite à 45 ans, quand on aura une dame qui sera en super bonne santé, tout parfait, mais 45 ans et un jour, on lui dira non. Et celle de 44 ans qui est obèse, hypertendue, diabétique et qui aura tous les risques à une grossesse, on lui dirait oui. Donc on a eu une réponse optimale avant 45 ans pour la reprise et possible dans de rares cas. Donc la réponse, peut-on fixer une limite? La réponse est oui. Je crois que les médecins, on essaye de fixer quand il le faut une limite. Marie-Gaille? Oui, alors moi j'entends bien que la question des enjeux économiques n'est pas seulement la question du taux de remboursement, mais de toute l'industrie qui est derrière. Et c'est bien pour ça qu'il faut une réflexion éthique. Parce que sinon, de fait, la rationalité économique va prendre le pouvoir. Et il manque
aussi l'économiste, quand on est dans des comités d'éthique, il faut inviter tout le monde et pour que chaque rationalité apprenne qu'elle n'est pas seule en jeu et qu'il y a des impacts et que on essaye de faire servir tout à une finalité qui veulent bien être plutôt en faveur de l'humain que plutôt pour le développement de telle ou telle théorie économique. Or, ce n'est pas si simple, puisque chacun défend sa propre rationalité. Donc, je suis bien d'accord, on pourrait tout à fait, et en même temps, nous vivons tous de l'économie. On ne va pas diaboliser telle ou telle pratique en disant c'est pour que maintenir telle activité, etc. Et en même temps, on est tous conscients que celui qui finance a le pouvoir et que quand on veut faire une contre-pouvoir, eh ben, il va falloir argumenter et travailler ensemble à ça. Donc réellement, et c'est pour ça que c'est intéressant que les citoyens que nous sommes s'informent, essayent de percevoir les différents enjeux pour ne pas être trop naïfs devant un certain nombre de choses qu'on nous présenterait comme des évidences, alors que derrière, il y a eu des choix économiques qui sont quelquefois des choix politiques, parce que quand l'argent est quelque part, il n'est pas ailleurs en général. Et donc, il y a aussi des questions de justice sociale dans les choix que nous opérons. Alors, il y a plein de... Alors, on va prendre juste une dernière question très très rapide, s'il vous plaît, parce qu'après on va devoir conclure. Une question rapide. Monsieur, allez-y. Voilà, monsieur, si vous pouvez faire une question rapide, ce serait formidable. Oui, ça va être assez rapide. La question que je me pose ce soir, en fait, en vous écoutant, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de constater que vous êtes en train de porter les unes et les autres des visions anthropologiques très différentes, et est-ce qu'elles sont réconciliables entre une anthropologie chrétienne qui repose sur le mariage, la communion du couple, la sexualité à l'intérieur et la signification unitive et procréative de la procréation, et d'un autre côté, une vision anthropologique qui est plus libertarienne, qui dit j'ai un problème, j'ai une souffrance, j'ai une solution technique et je la mets en œuvre. Et est-ce que ces deux visions, finalement, pourront se réconcilier, ou est-ce qu'on n'est pas condamné à se dire que de toute façon, nous ne sommes pas d'accord ? D'abord, on est là ensemble ce soir, donc je crois que c'est une illustration qu'on peut en discuter. Ensuite, fort heureusement, il y a quand même, vous l'avez dit, des lois, il y aura des votes, des majorités, les gens sont exprimés. Je pense que c'est quand même pas un hasard si, que ce soit les instances médicales comme le collège, comme le conseil de l'ordre, le comité d'éthique qui n'est pas une instance médicale, l'académie de médecine, beaucoup de gens sont exprimés dans un sens. Peut-être qu'on pourra en tenir compte. Oui, libertarienne, vous allez un peu fort quand même, parce que le libertarisme, c'est la vision politique qui prône l'absence d'État. Donc moi, par exemple, si je devais énoncer ma position personnelle sur toutes ces questions ce soir, ce n'est pas ce que je défendrais. Voilà, soyons clairs. Mais effectivement, ça de toute façon, libéral, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, effectivement. Donc, et c'est pas encore non plus la même chose que l'utilitarisme dont on nous, voilà, souvent on nous parle un peu à tort et à travers. Mais oui, vous avez raison. C'est bien la question fondamentale, c'est celle de société dans les moi, je viens. Alors, on va finir de façon drôle et anecdotique. Je viens d'un petit village auvergnat, voilà. Mais ma famille vient dans la même vallée depuis des siècles et des siècles. Donc, ils ont toujours vécu en partageant les mêmes valeurs. C'était très simple. Très peu de personnes venant même de l'autre vallée. Je ne parle même pas d'étrangers au-delà des montagnes, etc. Donc voilà, on n'est pas dans cette société aujourd'hui. C'est clair. On ne l'est plus. On l'a été. Nos ancêtres l'ont été. Donc la question, c'est bien effectivement celle de savoir ce qu'on va faire avec cette pluralité. Et je pense quand même que, et là on revient effectivement sur le débat du droit naturel et de la finalité, est-ce qu'on a quand même des finalités communes à défendre ? Moi j'ai envie d'y croire, effectivement, ne serait-ce qu'effectivement pour permettre à certains de vos souhaits d'être accueillis par la société et de se réaliser, adoubés par la société, et certains des miens. Sinon, c'est ce que je disais au début, on va sombrer dans le conflit civil. Et c'est pas non plus qu'une option qu'on a nécessairement envie vers laquelle on a envie de glisser. Et ce qui nous complique la vie, c'est que même quand on se trouve des finalités communes, ce qui est quand même assez souvent le cas, oui. La manière dont on les engage dans le concret, là, l'anthropologie intervient pour faire les choix. Et donc, ce qui est compliqué, c'est que dès que des décisions se prennent à un niveau, alors peut-être pas universel, mais global d'un pays ou d'une organisation, j'allais dire, professionnelle, par exemple, comme l'Ordre des médecins, les décisions qui sont prises ne sont jamais neutres au plan anthropologique, rarement neutres au plan politique, on est plus ou moins libéral.
Et donc, on engage des choses. Et ça vous révèle pourquoi c'est tellement important de remettre sans cesse sur le débat des lois de bioéthique pour qu'on puisse petit à petit signifier ce qu'il y a derrière et dire est-ce qu'on a bien repéré que là, ce qu'on engage fait système avec d'autres choix. Et donc, plus on arrive à dialoguer, je trouve que dans le débat de ce soir, on a essayé de dire ce qui était, ce que nous on appelle les fondements de nos décisions, plus que de se bagarrer sur les normes. Et on voit bien qu'on voit apparaître des anthropologies différentes, des positions politiques différentes, dont chacune n'est pas absolument la perfection, mais du coup, chacune n'étant pas absolument la perfection, on gagne à s'affiner nos positions en discutant, et en même temps, un certain nombre de fois, il y a des choix à faire, qu'est-ce que vous voulez, et on ne les a pas fait de les mêmes côtés. Voilà. Et par ailleurs, juste un tout petit mot pour rebondir sur cette question. Par ailleurs, il ne faut pas non plus, je pense, radicaliser cette différence entre les anthropologies, parce que il y a beaucoup d'études aujourd'hui sociologiques qui montrent qu'à l'intérieur d'une même confession religieuse ou d'un même ensemble, les pratiques sont très différentes et les gens ne s'orientent pas nécessairement de la même manière. Moi, j'ai travaillé sur les décisions d'interruption médicale de grossesse, sur un tout petit groupe, par exemple, avec lesquels on a fait des entretiens qualitatifs. La moitié des personnes se sont revendiquées d'une confession religieuse. Les trois monothéismes, le bouddhisme aussi, et à l'intérieur de chacune d'entre elles, les parcours étaient à chaque fois très différents et les décisions n'étaient pas les mêmes. Donc il y a des différences, il ne faut pas les nier, mais à l'intérieur, il y a aussi des parcours très pluriels et on peut se retrouver dans des décisions alors qu'on ne vient pas de la même anthropologie. Donc je pense que c'est important. Voilà. Avec des positions éthiques et des positions anthropologiques différentes à l'intérieur de l'Église, y compris de l'Église catholique, à l'intérieur des mêmes professions, et d'ailleurs c'est ce qui rend extrêmement complexe un comité d'éthique, parce que vous arrivez avec un titre, je suis le médecin, je suis le philosophe, je suis etc. Puis vous arrivez avec votre propre conception de la vie humaine et votre propre éthique, qui peut être... Mais l'éthique, c'est de poser des questions, posons-les nous, c'est vraiment le plus important, et ne faisons pas de morale. Alors, merci beaucoup. On va conclure. Merci à toutes les trois d'avoir participé, d'avoir animé ce débat trop bien complexe et passionnant. Alors, on va passer maintenant au temps de la conclusion par Frédéric Tibérien qui va nous montrer les perspectives justement à la suite de ce débat, de cet échange. Merci beaucoup à Mathilde Aubignot pour avoir animé cette soirée, à nos intervenantes qui... est-ce qu'on n'entend pas? Est-ce que le micro est branché là-haut? Non. Alors, et là, oui, ça va. Bon, merci. Donc, merci d'avoir animé ce débat, nous intervenantes, de nous avoir fait découvrir les nombreuses facettes de ce sujet très complexe, comme ça vient d'être rappelé. Alors, très rapidement, 2 points en conclusion. Premièrement, moi, j'ai retenu 3 acquis de notre débat. Premier acquis, les sciences et les techniques rendent possible des choses qui étaient inconcevables il y a encore 50 ans. Du coup, se pose la question, faut-il tout interdire compte tenu des risques de dérive? Et le docteur Belaïch Chalard nous a dit sûrement non, il faut réfléchir davantage. Deuxième acquis, la famille a beaucoup évolué parallèlement à cela. On parle beaucoup de la composition du couple homme-femme qui a été modifiée avec la loi sur le mariage pour tous, des familles recomposées, des familles monoparentales. Et donc, par ricochet, les sujets de ce soir interrogent des notions anthropologiques, comme ça a été très bien souligné, qui sont celles, qu'est-ce qu'un couple, qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce que la paternité, qu'est-ce que la maternité, qu'est-ce que la filiation. Et donc, sur ces sujets, les réponses sont multiples. Troisième acquis du débat, c'est que nous vivons désormais à l'heure de la mondialisation dans des sociétés ouvertes. La PMA, la GPA sont autorisées dans un certain nombre de pays du monde. Donc nous en avons les conséquences dans notre pays avec PMA et GPA à 2 vitesses, entre ce qui se passe en France et ce qui se passe à l'étranger. La naissance de ce que certains ont appelé le tourisme thérapeutique. Et donc ça se passe aussi dans des pays qui sont assez proches de nous. Et donc nous devons désormais penser ces questions aussi en fonction de la dimension internationale, de ce qui se passe chez nos voisins. Mais, nous a dit Catherine Finot, c'est pas parce que ça se passe comme ça chez nos voisins que c'est forcément bien qu'il faut approuver. On a besoin de réflexion éthique pour approfondir tout ça. Alors, après ces acquis,
je crois qu'il est difficile de conclure, mais j'ai envie de dire, le principal apport de nos débats, c'est de dire qu'il y a des questionnements à poursuivre. Et j'en ai identifié 4. Alors je passe très vite sur le premier. C'est qu'on nous a rappelé dès le début que dans le fond la PMA et la GPA sont des actes médicaux et donc nous vivons dans des sociétés qui ont médicalisé la naissance et la mort depuis quelques décennies et certains ont souligné, Marie Gaille, Catherine Finot, que dans le fond nous étions dans une époque de surmédicalisation de ces questions anthropologiques et donc ça pose la question des rapports entre les choix individuels et les choix collectifs car comme le rappelle Paul Ricoeur dans une célèbre formule qui a été reprise par le CCNE, la souffrance est privée, mais la santé est publique. Et donc ça a été débattu tout au long de la soirée, c'est-à-dire qu'il y a une tension entre les aspirations à la liberté individuelle, le désir d'enfant, alléger les souffrances, jusqu'où pousser l'autonomie individuelle et la volonté de programmer sa vie, par exemple choisir les dates auxquelles on aura ses enfants, d'où la conservation ovocytaire. Et puis tension avec le collectif, qui peut avoir recours à l'assistance médicale. Est-ce que tout ça doit être financé par les collectivités ? Quelles sont les priorités de la médecine ? Quel est le rôle du corps médical ? Est-ce que c'est satisfaire des demandes individuelles, sociétales ou d'aller secourir les plus vulnérables ? Donc on voit bien que sur toutes ces questions, il y a des réflexions à approfondir. Deuxième grand point à approfondir, c'est le bon usage du progrès scientifique et technique et donc le rôle de la bioéthique dans nos sociétés. Et je trouve qu'à travers le débat de ce soir, nous avons montré que les 4 grands principes des lois de bioéthique françaises qui ont été adoptées en 1994 sont fragilisés. Premier grand principe qui est fragilisé, c'est la non-patrimonialité du corps, puisque notamment à travers les GPA sociétales, on voit bien qu'il y a des encoches de ce principe de non-patrimonialité, puisqu'on rémunère une prestation de service. Deuxième grand principe qui a subi aussi des encoches, et ça a été rappelé ce soir, c'est le principe de la gratuité du don d'organes ou des produits du corps, tels que sont les gamètes, et donc certains proposent de pouvoir commercialiser ces produits pour lutter contre la pénurie, donc de leur donner un prix et de sortir de ce principe de gratuité. Troisième grand principe qui a été aussi très débattu, c'est l'anonymat du don des gamètes. Et les 3 intervenantes ont conclu que ce principe allait être abandonné puisque les recherches scientifiques sont déjà là avec les tests génétiques et donc l'absence d'établissement du lien de filiation entre le donneur et l'enfant était aussi mise en péril car il y a une demande profonde de levée de l'anonymat dans la société, ça a été très bien dit, soit pour donner accès aux origines, soit pour construire son identité, ou ce que Marie Gaille a appelé le récit de vie, qui est une demande absolument croissante. Et puis, le dernier point, qui est aussi un autre principe qui est extrêmement fragilisé, c'est l'interdiction des conventions qui portent sur la PMA ou la GPA. Et comme ces conventions se pratiquent à l'étranger, nous avons déjà des concitoyens qui vont à l'étranger pour bénéficier ou conclure ce type de convention. Et nous en avons l'effet en retour à travers la question de la reconnaissance de la filiation. Alors, ayant dit cela, j'ai beaucoup aimé aussi les différentes interventions sur la nécessité justement d'approfondir nos réflexions éthiques avec 3 types d'éthiques qui ont été mises en avant. L'éthique de la responsabilité, qui était plutôt la thèse de Catherine Finot, l'éthique de la vulnérabilité, qui consiste à dire dans nos choix collectifs, il faut aussi prêter attention aux situations des plus vulnérables, et puis l'éthique de l'autonomie individuelle, qui donne plutôt le primat à la toute-puissance de l'individu. Et puis, je voudrais faire écho à une question qui a été posée dans la salle et qui m'a paru très pertinente, c'est que, dans le fond, ayant dit tout cela, quel est le rôle de la bioéthique dans notre société ? À quoi sert-elle ? Eh bien, je voudrais rappeler ici qu'il y a une théorie très intéressante de Nadine Fresco, qui a écrit aussi beaucoup sur ces sujets, et qui a résumé le rôle de la bioéthique en faisant allusion ou l'analogie avec le jardin d'acclimatation.
en disant, elle dit, dans le fond, il y a 3 phases dans l'acclimatation. Une première phase qui est le rejet ou la condamnation, une deuxième phase qui est l'acclimatation, et une troisième phase qui est l'acceptation. Et elle écrit ceci, que je trouve extrêmement pertinent: la bioéthique remplit de fait une fonction de jardin d'acclimatation, ou pour le dire sous une forme métaphorique, qu'elle est un processus discursif d'intégration anticipée. Et donc, l'observation qui a été faite est tout à fait pertinente. Donc, la bioéthique est une réflexion sur ces sujets collectifs, connaît bien ces 3 phases. On commence par le rejet et on débouche sur l'acceptation, mais après un long débat. Et donc, les lois de bioéthique sont aussi pour cette raison révisées tous les 5 à 7 ans, parce que justement, cet espace discursif est nécessaire pour passer de la phase du rejet à celle de l'acceptation, au moins pour partie. Troisième débat à approfondir, qui a été aussi très bien abordé ce soir, c'est que dans le fond, notre réflexion est aussi très marquée par la culture européenne et la conception européenne des droits humains. Bon, d'abord, dans la culture européenne, la science et les techniques sont plutôt bonnes et il faut puiser dans leur réservoir pour améliorer notre niveau de vie et nos modes de vie. Deuxièmement, en Europe, on considère que c'est le primat du marché. Toute la construction européenne s'est faite sur le marché. Et donc, la marchandisation de tout est une bonne chose et contribue au développement économique. Et donc, on voit bien les prolongements, y compris celle du corps, des organes. Et on voit bien cette tentation très forte qui est dans la culture européenne. Troisième aspect de la culture européenne, c'est le primat de l'individu, de ses désirs, de ses volontés. Et donc, les droits de l'homme sont chez nous d'abord les droits de l'individu et qu'il faut protéger contre la collectivité et contre les empiètements du collectif. Et on le voit bien, par exemple, à travers l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à la vie privée, dont la Cour européenne a tiré le droit pour les enfants d'accéder aux origines et de se voir reconnaître la filiation, y compris quand elle a été faite par GPA à l'étranger. Et puis je terminerai sur ce point en disant également il ne faut pas oublier, et je fais aussi écho à une des questions qui a été posée, que le droit européen insiste sur le droit des minorités, car nous avons la chance de vivre dans des sociétés démocratiques. Et nous savons bien depuis Rousseau que le pire drame de la démocratie, c'est que la majorité oppresse la minorité et lui impose ses choix, y compris ses choix de vie. Et donc toute la culture et le droit européen est bâti sur la protection des droits des minorités, qu'elles soient ethniques, linguistiques, religieuses, sociales. Et donc la culture européenne protège les minorités. Et donc nous avons en répercussion la protection des LGBTI. Et donc, ce que vous disiez est tout à fait juste, ce sont les minorités qui embêtent la majorité en disant « nous avons le droit d'exister et nous voulons voir reconnaître nos droits », mais c'est aussi une partie très fondamentale de la culture européenne telle qu'elle a été conçue jusqu'ici, d'où la difficulté que vous avez toutes très bien soulignée, c'est comment fait-on pour concilier les droits de l'individu, les droits des minorités et le pouvoir de la majorité, comment est-ce que tout ça, à la fin, peut se combiner ensemble. Dernier point à approfondir, et qui est loin d'être simple, c'est dans le fond quelle réponse apporter aux situations telles que celles que nous avons décrites ce soir. Alors, il y a d'abord la réponse de la loi, et j'ai été aussi très content de voir que la plupart des intervenantes estimaient que les lois étaient nécessaires parce qu'elles marquent l'évolution d'un consensus dans une société après de longs débats, mais qu'elles ne peuvent pas tout régler parce que nous sommes en présence d'histoires individuelles, de cas individuels, et que l'attention aux cas particuliers, aux situations particulières et leur accompagnement est aussi une réponse qui est quasiment équivalente à celle de la loi, car la loi ne peut pas tout régler. Et je renvoie à ce que nous avons dit dans un précédent débat de repères et perspectives sur la fin de vie. L'histoire Lambert, en elle-même, qui dure depuis 10 ans, malgré l'évolution de la loi, montre que la loi ne peut pas régler toutes les situations pratiques de la bioéthique lorsqu'il n'y a pas l'accord minimum au sein des familles, par exemple. Et donc, c'est ce que concluait Marie-Gaille, il faut ne pas oublier que nous sommes dans des situations à apprécier au cas par cas et que la loi est faite pour poser des règles générales, mais est incapable de résoudre cette approche au cas par cas. Et donc je conclurai en disant, dans le fond, nous avons beaucoup de sujets à continuer à approfondir, beaucoup de débats
à poursuivre sans nous entre-déchirer parce que, comme ça a été très bien dit, nous vivons à la même époque, dans la même société, dans des sociétés ouvertes. Nous n'avons pas les mêmes analyses, nous n'avons pas les mêmes opinions, mais nous devons bâtir un minimum de consensus pour pouvoir continuer à vivre ensemble. Merci pour votre présence. Bonne fin de soirée.